Même après des années de tension financière, j'ai tout de même invité mes parents et ma sœur pour le dîner de Noël chez moi. Mon père, Calvin, s'est essuyé la bouche avec une serviette en lin, a glissé sa main dans sa veste de costume sur mesure et a fait glisser un document juridique plié sur ma propre table à manger en acajou. C'était un avis d'expulsion. Ma mère, Yvonne, a bu une petite gorgée de son vin en souriant chaleureusement. Elle m'a dit que j'avais exactement 3 jours pour faire mes valises car ma sœur, Iboni, avait besoin de cette maison. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement regardé le papier, puis mon père. Ce qu'il ne savait pas, c'est que mon voisin était sur le point de franchir ma porte d'entrée avec une enveloppe scellée qui allait complètement détruire leur vie entière. Avant de poursuivre cette histoire, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà dû tenir tête à des membres toxiques de votre famille qui ont largement sous-estimé votre pouvoir. Croyez-moi, vous voudrez savoir comment j'ai géré l'ultime trahison. Mon nom est René. J'ai 32 ans et j'ai toujours été le bouc émissaire de la famille. Mais ce soir était censé être une offre de paix. J'avais invité mon père Calvin, qui a 60 ans, ma mère Yvonne, qui a 58 ans, ma sœur de 28 ans, Iboni, et son mari blanc de 30 ans, Preston. Je pensais que nous pourrions simplement être une famille pour une soirée. J'ai baissé les yeux sur l'avis d'expulsion posé à côté de mon assiette. Les lettres noires et grasses me fixaient. Préavis de 3 jours pour quitter les lieux. J'ai lentement posé ma fourchette sur mon assiette. Le tintement métallique a résonné bruyamment dans le silence soudain de la salle à manger. J'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard de mon père. Je lui ai demandé très calmement pourquoi il faisait cela la veille de Noël, entre toutes les nuits possibles. Calvin s'est adossé à sa chaise, croisant ses doigts sur son ventre. Il a pris cette voix de patriarche autoritaire qu'il utilisait toujours quand il voulait me faire sentir petite. Il m'a dit que les affaires étaient les affaires. Il m'a rappelé que techniquement, son nom figurait toujours sur l'acte de propriété de cette maison. J'ai payé l'intégralité de la compte moi-même, et j'ai payé chaque facture d'hypothèque depuis, mais la banque avait exigé un cosignataire parce que mon historique de crédit était trop récent. Je n'avais jamais imaginé qu'il utiliserait une technicité pour me voler légalement ma maison. Elle m'a regardé avec un sourire narquois et condescendant qui m'a glacé le sang. Elle a dit qu'Iboni et Preston montaient en grade dans le monde. Preston s'était vanté toute la soirée de sa nouvelle start-up technologique. Il affirmait que son entreprise était sur le point de faire une introduction en bourse. Ma mère a déclaré qu'un PDG prospère comme Preston et une belle mondaine comme Iboni ne pouvaient pas élever une famille dans un appartement exigu. Ils avaient besoin d'une maison de 5 chambres dans une communauté fermée pour accueillir leurs riches investisseurs. Elle m'a dit que puisque j'étais encore célibataire et que je vivais seul, je n'avais pas vraiment besoin de tout cet espace. Elle a dit qu'il était de mon devoir, en tant que sœur aînée, de m'effacer et d'aider à élever le nom de la famille. Je suis resté assise là, absorbant leur pure audace. Iboni était occupée à faire défiler son téléphone, sans même me regarder. Elle achetait déjà de nouveaux meubles en ligne. Preston a laissé échapper un rire fort et arrogant. Il s'est versé un autre verre de mon vin cher. Il m'a dit de ne pas le prendre personnellement. Il a même eu le culot de me proposer une petite remise sur les futures actions de son entreprise en compensation de m'avoir jeté dehors dans la neige glaciale. L'arrogance dans la pièce était étouffante. Ils étaient assis à ma table, mangeant la nourriture que j'avais achetée et cuisinée, buvant le vin que j'avais payé, et discutant nonchalamment de la façon dont ils allaient démanteler ma vie. J'ai ressenti un nœud de colère dans ma poitrine, mais j'ai forcé ma respiration à rester régulière. Je savais que si je montrais la moindre émotion, il l'utiliserait contre moi. Il m'appellerait la sœur aînée en colère, amère et jalouse. Iboni était l'enfant prodige qui méritait le monde entier, tandis que j'étais la bête de somme censée financer discrètement leur style de vie somptueux. J'ai regardé Preston. Je lui ai demandé pourquoi un fondateur de tech au succès fou, sur le point de rendre son entreprise publique, ne pouvait pas se permettre d'acheter sa propre maison. Je lui ai demandé pourquoi il avait besoin que son beau-père vole une maison à une femme célibataire. Le visage de Preston est devenu rouge vif. Il a claqué son verre de vin sur la table, renversant du liquide rouge sur la nappe blanche immaculée. Il a pointé un doigt vers moi et a élevé la voix. Il m'a dit que je manquais de vision. Il a dit que les gens comme moi, qui occupaient des emplois d'entreprise ennuyeux, ne comprendraient jamais les mouvements agressifs nécessaires pour bâtir un empire.
Il affirmait que tout son capital était immobilisé dans des stratégies de croissance agressive. Mon père a frappé sa main sur la table, exigeant que je montre du respect à mon beau-frère. Il a crié que Preston emmenait cette famille vers un nouveau niveau de richesse. Il a déclaré qu'il avait pris une décision exécutive stratégique en tant que chef de famille. Il m'a dit que lundi après-midi, mes bagages devaient être faits et posés sur le trottoir. Je n'ai pas rompu le contact visuel avec mon père. La pièce est devenue d'un calme de mort. J'assemblais les pièces du puzzle tordu dans ma tête. Un milliardaire de la tech ayant besoin d'une maison volée. Un père défendant un gendre qu'il connaissait à peine. Un avis d'expulsion soudain exécuté avec une hâte si désespérée. Quelque chose clochait profondément dans toute leur histoire financière. Ma brillante carrière en analyse financière d'entreprise allait enfin porter ses fruits et j'étais sur le point de découvrir exactement ce que cela cachait ce soir. Je suis resté assise là, dans le silence pesant, attendant que quelqu'un offre une explication logique à cette folie. Mon père Calvin s'est raclé la gorge et a ajusté sa cravate en soie coûteuse. Il a dit que je devais comprendre la vue d'ensemble. Il m'a dit que la famille était un écosystème et qu'en ce moment, Preston était le prédateur alpha rapportant la grosse proie. Il a réellement utilisé ces mots exacts pour décrire un homme qui n'avait jamais occupé un emploi stable de sa vie. Ma mère, Yvonne, a hoché la tête avec enthousiasme, ses boucles d'oreilles en diamant captant la lumière du lustre. Elle s'est penchée en avant et m'a dit que la start-up technologique de Preston était sur le point de révolutionner l'industrie de la logistique numérique. Elle a dit qu'ils en étaient aux étapes finales d'une introduction en bourse massive et que la pression sur lui était immense. Selon ma mère, Preston et Ebony ne pouvaient pas recevoir des investisseurs en capital risque et des cadres de Wall Street dans leur appartement actuel du centre-ville. Ils avaient besoin de ma maison. Ils avaient besoin de mon grand jardin, de ma cuisine de chef faite sur mesure et de mes 5 chambres pour recevoir l'élite financière. Yvonne a ensuite regardé ma salle à manger avec un regard de pitié absolue. Elle a soupiré et a dit que c'était dommage qu'une si belle maison soit gaspillée pour quelqu'un comme moi. Elle m'a traité de simple tenue de livre glorifié. Elle a dit que manipuler des chiffres sur un tableur toute la journée était un petit boulot sûr, mais que ce n'était pas bâtir un héritage. Elle a pris une autre bouchée de la côte de bœuf que j'avais passé 6 heures à rôtir et la mâcher lentement avant de me dire que je n'avais tout simplement pas la mentalité agressive requise pour la vraie richesse. Elle m'a rappelé que j'avais toujours choisi la voie ennuyeuse. Elle a évoqué ma remise de diplôme universitaire. Elle a dit que pendant que j'étais occupé à étudier tard le soir pour mes examens de comptabilité, Ebony était sortie faire du réseautage et bâtir sa marque. Elle a dit qu'Ebony avait l'étoffe d'une star et que je n'étais que l'épine dorsale invisible que personne ne remarquait jamais. Elle m'a carrément dit que je devrais être reconnaissante de l'opportunité de contribuer au succès d'Ebony. Ma mère a raconté comment ils avaient toujours investi dans Ebony parce qu'elle avait le potentiel d'élever le statut de la famille. Elle a fièrement déclaré qu'ils avaient payé les frais de sororité coûteux d'Ebony, sa garde-robe de designer et sa voiture de luxe, car il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Pendant ce temps, ils n'avaient jamais payé un seul centime pour mes frais de scolarité universitaire. J'ai cumulé 2 emplois et contracté de lourds prêts étudiants pour obtenir ma double spécialisation en finance et en comptabilité. J'ai sacrifié ma jeunesse pour bâtir une vie stable et sûre. Et maintenant, ils étaient assis dans la maison même que j'avais achetée avec mon sang, ma sueur et mes larmes, me disant que ma carrière n'avait aucun sens par rapport à la présence superficielle d'Ebony sur les réseaux sociaux. Ebony a enfin levé les yeux de son écran de téléphone brillant. Elle a rejeté ses cheveux parfaitement coiffés sur son épaule et m'a adressé un sourire profondément condescendant. Elle m'a dit qu'elle était sur le point de devenir le visage d'un empire technologique d'1 milliard de dollars. Elle a dit qu'elle avait besoin de ma suite parentale pour installer sa salle de beauté et un studio de tournage dédié à sa marque d'influenceuse. Elle m'a dit que je pourrais facilement trouver un joli petit appartement d'une chambre plus proche de mon bureau ennuyeux pour ne pas avoir à faire un trajet si long. Elle a dit qu'une femme célibataire n'avait pas besoin d'un garage pour 3 voitures ou d'une piscine chauffée. Preston est intervenu à nouveau, faisant tourbillonner le vin rouge coûteux dans son verre. Il a ajouté qu'il m'écrirait même une lettre de recommandation élogieuse pour une entreprise de déménagement bon marché. Il a ri bruyamment de sa propre blague terrible alors que mes parents se joignaient à l'amusement. Il a dit que lorsque sa société serait enfin cotée en bourse, il pourrait même m'embaucher pour gérer sa caisse de menu plaisir. Le manque de respect total dans la pièce était absolument ahurissant. Il me traitait comme une paysanne jetable qui barrait la route à leur ascension royale. J'ai regardé l'avis d'expulsion posé sur la table.
Il avait été rédigé par un avocat local bon marché qui facturait probablement un forfait de $200. J'ai immédiatement reconnu l'entête. Le document était rempli de menaces juridiques vides et d'allégations totalement infondées sur les droits de propriété. Il pensait vraiment que je n'étais qu'une calculatrice de chiffres ignorante. Il pensait que j'allais simplement pleurer et faire mes valises parce que mon père utilisait sa voix autoritaire et tonitruante et que ma mère utilisait ses classiques culpabilisations émotionnelles. Il supposait que j'étais encore la petite fille effrayée qui cherchait désespérément leur approbation. Il n'avait absolument aucune idée que mon travail professionnel quotidien consistait à démanteler des fraudes financières d'entreprises complexes. Il ne savait pas que je passais mes journées à détruire légalement des milliardaires arrogants qui tentaient de cacher leurs actifs en difficulté. J'ai pris une respiration lente et délibérée et j'ai laissé mon regard balayer les visages de ma soi-disant famille. Ma mère discutait déjà des couleurs de peinture pour le salon. Elle a dit que mes murs beiges actuels étaient trop déprimants et qu'Iboni avait besoin de quelque chose de lumineux et moderne comme le blanc pur. Mon père était d'accord avec elle, disant qu'il appellerait un entrepreneur lundi pour abattre le mur entre la cuisine et le salon afin de créer un espace ouvert pour les fêtes d'investisseurs de Preston. Il m'effaçait de ma propre maison juste devant mes yeux. J'ai regardé mon père couper une épaisse tranche de la côte de bœuf que j'avais préparée. Il l'a mâchée bruyamment et a avalé avant de pointer sa fourchette vers moi. Il a dit que j'avais toujours été trop égoïste et que c'était ma chance de faire enfin quelque chose de bien pour le nom de la famille. Il a dit que le nom de la famille était tout et qu'en ce moment, je ne faisais rien pour l'élever. Il a dit que Preston était l'avenir de la famille et que je n'étais qu'un obstacle sur la voie du progrès. J'ai demandé à mon père s'il croyait vraiment que voler une maison à sa propre fille était considéré comme un progrès. Ma mère a frappé sa main sur la table, faisant s'entrechoquer les couverts. Elle m'a dit d'arrêter d'être aussi dramatique. Elle a dit que ce n'était pas du vol parce que la famille partage tout. Elle a dit que je leur devais la vie et de m'avoir logé quand j'étais enfant. Je lui ai rappelé que j'étais parti à la seconde où j'avais eu 18 ans parce que je ne supportais plus les abus émotionnels constants. Je lui ai rappelé qu'elle avait l'habitude de m'enfermer dehors si je rentrais avec 5 minutes de retard de mon travail après l'école, tandis qu'Iboni était autorisée à faire la fête jusqu'à l'aube. Yvonne a agité la main d'un geste dédaigneux et a dit « Je m'accrochais au passé comme une vieille fille aigrie ». Elle a dit « Aucun homme ne voudrait jamais épouser une femme qui compte les points comme je le faisais ». Elle a dit qu'Iboni savait comment faire en sorte qu'un homme se sente puissant, et c'est pourquoi elle avait décroché un mari brillant comme Preston. J'ai regardé Preston, le prétendu mari brillant. Il portait une montre de designer ridiculement chère que j'ai immédiatement reconnue comme une contrefaçon. Le poids n'était pas le bon et l'éclat métallique était trop vif. Un homme se préparant pour une introduction en bourse technologique massive ne porterait pas une montre de contrefaçon à un dîner de Noël en famille. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans mon cerveau analytique. J'ai réalisé qu'ils ne me jetaient pas dehors seulement par cruauté. Ils me jetaient dehors parce qu'ils étaient désespérés. Ils avaient besoin de cette maison pour maintenir la façade. Ils avaient besoin de mes biens immobiliers pour cacher leurs propres échecs financiers, et j'allais les laisser exposer chaque mensonge avant de les achever. Iboni a soudainement repoussé sa chaise de la table à manger. Les pieds en bois ont raclé bruyamment le parquet poli, rompant le silence tendu. Elle a jeté sa serviette en lin sur son assiette à moitié mangée et a annoncé qu'elle ne pouvait pas attendre lundi pour commencer à planifier sa nouvelle vie. Elle a fièrement déclaré qu'elle avait une décoratrice d'intérieur d'élite qui venait mardi matin et qu'elle avait besoin de connaître la surface exacte de la suite parentale à l'instant même. Avant même que je puisse assimiler l'audace de sa déclaration, Iboni s'est retournée et a commencé à monter mon escalier en acajou. Elle n'a pas demandé la permission. Elle a simplement marché dans ma maison comme si elle avait déjà signé un acte qui n'existait même pas. Je me suis levé de table. Ma mère, Yvonne, a immédiatement levé une main manucurée et m'a averti de ne pas déclencher de dispute. Elle m'a dit de laisser ma sœur profiter de ce moment parce qu'Iboni avait été soumise à un stress extrême ces derniers temps, en préparant le lancement imaginaire de l'entreprise. Je n'ai pas répondu à ma mère. J'ai simplement suivi lentement ma sœur à l'étage. Je ne me précipitais pas pour l'arrêter. Je montais pour observer une dépression psychologique clinique en temps réel. Quand j'ai atteint le haut du palier, j'ai vu Iboni debout au centre de ma chambre principale. C'était mon sanctuaire privé. J'avais passé des mois à choisir soigneusement chaque meuble et à créer un espace où je pouvais échapper aux exigences épuisantes de ma carrière en entreprise. Iboni se tenait les mains sur les hanches, regardant autour d'elle avec un dégoût absolu. Elle a critiqué bruyamment la couleur des murs,
la qualifiant de déprimante et bon marché. Elle a donné un coup de pied dans le bord de mon tapis tissé sur mesure et a dit qu'il devrait aller directement à la poubelle car il ne correspondait pas à son esthétique de luxe. Puis elle s'est dirigée directement vers mon dressing. Elle a ouvert les doubles portes d'un coup et est entrée. Je me tenais sur le seuil de la chambre, l'observant. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait faire exactement. Ebony ne m'a même pas regardé. Elle a dit que mon placard était beaucoup trop petit pour sa garde-robe de créateur et que Preston aurait besoin d'espace pour ses costumes sur mesure coûteux. Elle a tendu la main et a attrapé une poignée de mes chemisiers en soie directement sur le support. Sans une seconde d'hésitation, elle s'est retournée et les a jetés sur le sol du couloir. J'ai regardé mes vêtements chers atterrir en un tas froissé sur le parquet. Puis elle a attrapé ma collection de sacs à main. J'avais travaillé 80 heures par semaine pour conclure des accords financiers épuisants afin de m'offrir ces sacs. Ils étaient les symboles de mon indépendance financière durement acquise. Ebony a attrapé un sac cabas en cuir vintage et l'a jeté négligemment par-dessus son épaule vers la porte. Il a heurté le cadre de la porte et est tombé dans le couloir. Je me suis avancé et je lui ai dit de baisser les mains immédiatement. Ebony a laissé échapper un rire moqueur et aigu. Elle a dit que je ne donnais plus les ordres. Elle m'a dit que c'était sa suite parentale maintenant et qu'elle avait besoin de visualiser l'espace sans tous mes vêtements de bureau pathétiques et ennuyeux qui gênaient. Elle a tendu la main vers une autre rangée de robes de soirée. Je suis entré directement dans le dressing et j'ai placé mon corps entre elle et mes vêtements. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit de reculer. Pendant une seconde, j'ai vu un éclair de rage authentique et désaxé dans les yeux de ma sœur. L'enfant gâté n'avait pas l'habitude qu'on lui dise non. Elle a levé les mains et a poussé mes épaules avec force, essayant de me déplacer physiquement de son chemin. Ses ongles en acrylique se sont enfoncés dans ma clavicule. C'était une tentative pathétique et désespérée de domination physique. Je n'ai pas bougé d'un pouce. Je suis plus grande qu'elle, et des années de stress professionnel et émotionnel avaient construit un mur froid et solide en moi. Je suis resté ferme et je l'ai toisé. Je n'ai pas levé les mains pour riposter. Je n'en avais pas besoin. Sa poussée désespérée m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle agissait par pur sentiment de droit frénétique. Elle a essayé de me pousser à nouveau, mais ses talons ont glissé légèrement sur le parquet, la faisant trébucher en arrière. Elle a laissé échapper un halètement exagéré comme si c'était moi qui l'avais brutalement attaqué. En bas, j'entendais le bruit des chaises que l'on déplace. Mon père, Calvin, a crié dans l'escalier, demandant si tout allait bien. Il a exigé de savoir si je causais des problèmes à ma sœur pour Noël. Ma mère a crié, me disant que si j'abîmais les vêtements d'Ebony ou si je lui causais la moindre détresse, je devrais le payer. Ils n'ont même pas pris la peine de monter pour voir ce qui se passait réellement. Ils ont simplement supposé automatiquement que j'étais l'agresseuse violente. Ebony a retrouvé son équilibre et m'a foudroyé du regard. Sa poitrine se soulevait. Elle a pointé un doigt tremblant vers mon visage et m'a dit que j'étais complètement folle. Elle a dit que j'étais obsédé par les choses matérielles et que je n'avais absolument aucun concept de loyauté familiale. Elle a affirmé que j'étais juste désespérément jalouse parce que Preston était un génie de la tech et qu'elle allait être la femme d'un millionnaire pendant que je mourais seul dans un appartement bon marché et exigu. J'ai regardé son doigt tremblant. J'ai regardé la sueur de panique qui se formait sur son front. Une femme qui est vraiment sur le point de devenir multimillionnaire ne s'acharne pas désespérément sur le placard de sa sœur aînée la veille de Noël. Une mondaine riche et sûre d'elle ne se comporte pas comme un animal sauvage cherchant des restes dans une maison qui ne lui appartient pas. J'ai réalisé à cet instant précis à quel point Preston lui avait lavé le cerveau, ou peut-être à quel point ils s'étaient lavé le cerveau mutuellement. Ils vivaient dans un délire de grandeur partagé et massif, et ils étaient parfaitement disposés à détruire ma vie entière juste pour maintenir leur fragile fantasme en vie. J'ai calmement ramassé les chemisiers en soie qu'elle avait jetés au sol. Je les ai pliés soigneusement sur mon bras. J'ai dit à Ebony qu'elle avait exactement 10 secondes pour sortir de ma chambre privée avant que j'appelle la police pour signaler un intrus hostile. Ebony s'est moquée et a levé les yeux au ciel, mais j'ai vu la légère hésitation dans sa posture. Elle savait que je ne faisais pas de menace en l'air. Elle a rejeté ses cheveux et m'a bousculé agressivement l'épaule en passant devant moi pour sortir du dressing. Elle a crié à Preston en bas de l'escalier, se plaignant que la chambre était de toute façon bien trop petite, et qu'il devrait simplement embaucher un entrepreneur pour abattre les murs porteurs. Je l'ai regardé descendre les escaliers comme une enfant capricieuse faisant une crise de colère.
Je ne ressentais plus de colère. Je ressentais seulement une anticipation froide et calculatrice. Je me suis dirigé vers la porte de ma chambre et je l'ai verrouillée doucement. Puis je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé la neige tomber doucement sur mon allée. Je savais que mon meilleur ami Isaiah allait arriver très bientôt. Et quand il franchirait enfin cette porte d'entrée, toute l'illusion pathétique que ma famille avait bâtie volerait en 1 million de morceaux irréparables. J'ai déverrouillé la porte de ma chambre et je suis redescendu lentement l'escalier en acajou. Quand je suis entré dans la salle à manger, l'atmosphère était empreinte d'une adoration aveugle. Preston était adossé à sa chaise, tenant son verre de vin coûteux par le calice plutôt que par le pied, ce qui m'avait toujours agacé. Il faisait un cours à mon père sur l'avenir des écosystèmes numériques. Il lançait des mots à la mode avec une insouciance totale. Il parlait d'intelligence artificielle, d'intégration Web 3 et de logistique décentralisée, comme s'il venait de mémoriser un magazine d'affaires dans une salle d'attente de dentiste. Mon père, Calvin, hochait la tête comme si Preston était un prophète des temps modernes, révélant les secrets sacrés de l'univers. Ma mère, Yvonne, lui souriait avec le genre de chaleur authentique et de respect profond qu'elle ne m'avait jamais montré une seule fois en 32 ans de vie. J'ai discrètement tiré ma chaise et je me suis rassise à ma place. J'ai pris mon verre de vin et j'ai bu une petite gorgée, laissant le liquide rouge foncé napper ma langue. J'ai regardé Preston faire la cour chez moi. Je l'ai regardé et j'ai posé une question simple et pratique. Je lui ai demandé si son futur empire technologique massif avait pris en compte les taxes foncières astronomiques dans ce code postal spécifique. Preston s'est arrêté en plein milieu de sa phrase. Il m'a regardé de l'autre côté de la table comme si je venais de lui parler dans une langue extraterrestre. J'ai gardé ma voix parfaitement égale et analytique. J'ai expliqué que les taxes foncières pour cette communauté fermée s'élevaient à plus de 35 000 $ par an. Je lui ai demandé s'il savait que les frais obligatoires de l'association des propriétaires représentaient 1 200 $ de plus chaque mois. J'ai calmement énuméré les coûts d'aménagement paysager, l'entretien hebdomadaire de la piscine, l'assurance habitation haut de gamme et les frais de sécurité requis pour une propriété de cette ampleur. Preston a laissé échapper un grand soupir arrogant. Il a regardé mes parents et a secoué la tête lentement, comme s'il avait affaire à un enfant incroyablement difficile qui ne parvenait tout simplement pas à saisir les concepts des adultes. Il a reporté son attention sur moi et a souri d'un air narquois. Il a dit que mes petites questions mesquines étaient exactement la raison pour laquelle je serais toujours coincé dans un box de cadre moyen. Il m'a toisé de haut en bas et m'a traité de drone d'entreprise de bas niveau et à l'esprit étroit. Il a dit que pendant que j'étais occupé à compter les centimes et à stresser pour les frais d'entretien mensuels, lui se concentrait sur la perturbation des marchés financiers mondiaux. Il m'a dit avec une certitude absolue et arrogante que lorsque sa société entrerait en bourse le mois prochain, les taxes foncières de cette maison lui sembleraient être de la petite monnaie. Ma mère est intervenue immédiatement, s'empressant de défendre son précieux gendre. Elle a frappé doucement la main sur la table et m'a dit d'arrêter d'être aussi incroyablement bornée et jalouse. Elle a dit que les gens visionnaires et riches comme Preston ne passaient pas leur temps à s'inquiéter des factures d'électricité et de l'entretien de la pelouse. Elle a affirmé que c'était des préoccupations de pauvres et que j'embarrassais la famille en abordant des sujets aussi insignifiants lors d'un dîner de fête. C'était incroyablement ironique venant d'une femme qui se plaignait bruyamment du coût de mes fournitures scolaires quand j'étais enfant. Mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai complètement ignoré ma mère et j'ai gardé mes yeux farouchement fixés sur Preston. J'ai changé de stratégie et j'ai insisté davantage. Je l'ai interrogé sur ses flux de revenus spécifiques. Je lui ai demandé comment une plateforme logistique décentralisée construite sur un cadre Web 3 générait suffisamment de liquidités immédiates pour soutenir le style de vie somptueux d'un PDG millionnaire avant une introduction en bourse. Je lui ai demandé qui étaient ses principaux investisseurs en capital risque et quel était son taux de consommation de liquidités mensuel actuel. J'ai utilisé le langage d'entreprise exact que j'utilisais chaque jour pour interroger des propriétaires d'entreprises en difficulté. Son sourire suffisant et confiant a vacillé pendant une fraction de seconde. C'était une minuscule micro-expression de pure panique, mais mes yeux hautement entraînés l'ont capté instantanément. Il a ajusté agressivement sa montre de contrefaçon et s'est raclé la gorge. Il s'est penché en avant, posant lourdement ses coudes sur ma table, et m'a parlé d'un ton lent et condescendant. Il a dit que les algorithmes financiers complexes et les modèles technologiques exclusifs étaient bien au-dessus de mon niveau de salaire. Il m'a dit de me contenter d'équilibrer des tableurs de base et de manipuler des chiffres pour mon petit cabinet comptable. Il a dit qu'il n'avait pas besoin d'expliquer sa table de capitalisation de plusieurs millions de dollars à une femme célibataire qui conduisait encore une voiture de 5 ans.
Il utilisait son privilège et sa supériorité présumée de fondateur de tech blanc pour essayer d'intimider une femme noire assise à sa propre table. Il a coupé avec arrogance un autre morceau du canard rôti que j'avais passé des heures à préparer. Il a mâché avec assurance tout en continuant d'insulter mon intelligence. Il a affirmé que ces brillants développeurs de la Silicon Valley travaillaient 24 heures sur 24 pour finaliser le lancement bêta de son logiciel. Je savais pertinemment qu'il ne savait même pas écrire une seule ligne de code de base. Je me souvenais de l'époque où il avait commencé à sortir avec ma sœur Iboni. Il prétendait être consultant en marketing indépendant, mais il ne semblait jamais avoir de clients réels. Il passait simplement ses journées dans les cafés avec son ordinateur portable. Maintenant, soudainement, ma famille le traitait comme s'il était le prochain milliardaire de la technologie et j'étais juste l'employée chanceuse d'être en sa présence. Je l'ai regardé prendre une autre grande gorgée de mon vin coûteux. Il jouait parfaitement le rôle d'un riche magnate, mais ses yeux trahissaient une profonde énergie nerveuse. Il était sur la défensive, fuyant et hostile. Un véritable fondateur disposant de capitaux garantis aurait simplement ri et cité sa principale société de capital risque. Preston ne pouvait nommer un seul investisseur parce qu'il n'y en avait pas. Je l'ai simplement fixé du regard, laissant le lourd silence s'étirer. Je voulais qu'il ressente le poids de mon regard. Je voulais qu'il sache que je voyais clair dans son costume sur mesure vide et ses mots à la mode ridicule. Mon examen silencieux et intense le faisait manifestement transpirer, car il a regardé mon père pour chercher du soutien. Et c'était exactement la poussée dont Calvin avait besoin pour commettre la plus grande erreur de toute sa vie. Mon père. Calvin a frappé ses deux mains sur la table de la salle à manger. L'argenterie a cliqueté contre la porcelaine fine et ma mère a eu un petit souffle de surprise face au bruit soudain. Il m'a foudroyé du regard avec un mélange de déception intense et de colère pure. Il m'a dit que mes questions constantes et ma négativité incessante étaient précisément la raison pour laquelle je n'atteindrais jamais la grandeur. Il a dit que la vraie richesse exigeait de prendre des risques calculés massifs, et qu'il en avait absolument assez de ma mentalité de paysanne. Il a bombé le torse et a ajusté sa posture, essayant de ressembler à un titan de l'industrie plutôt qu'à un cadre moyen à la retraite. Il a dit que puisque j'étais si désespérément obsédé par l'idée de savoir d'où venait le capital d'amorçage de Preston, il allait me dire la vérité absolue pour me remettre à ma place une fois pour toutes. Calvin a annoncé fièrement qu'il avait personnellement fourni les 2 millions de dollars de financement initial pour la start-up de logistique numérique. Je me suis figé sur ma chaise. Je savais avec une certitude absolue que mes parents n'avaient pas 2 millions de dollars en liquidité. Ils vivaient confortablement grâce à une pension et quelques comptes de retraite modestes, mais ils n'étaient pas multimillionnaires. Je lui ai demandé très lentement et prudemment où exactement il avait réussi à acquérir 2 millions de dollars en capital liquide. Un creux écœurant a commencé à se former au fond de mon estomac. Mon père a affiché un large sourire arrogant. Il m'a dit que les vrais visionnaires utilisent l'effet de levier. Il m'a rappelé qu'il y a 10 ans, quand j'ai acheté cette maison pour la première fois, je lui avais demandé de co-signer l'hypothèque parce que mon historique de crédit était tout simplement trop récent. J'avais remboursé le prêt initial entièrement par moi-même, sans jamais manquer un seul paiement, mais son nom était resté sur l'acte original par simple formalité. Calvin m'a regardé droit dans les yeux et a avoué qu'il y a 3 mois, il s'était rendu dans une banque privée et avait utilisé son statut légal de copropriétaire pour contracter une énorme seconde hypothèque sur ma propriété. Il a mentionné avec désinvolture qu'il avait également utilisé comme levier sa propre maison et celle de ma mère, épuisant complètement l'équité des 2 propriétés pour garantir un prêt commercial massif à haut risque. Il a remis l'intégralité des 2 millions de dollars à Preston. Il n'a pas demandé de plan d'affaires. Il n'a pas consulté de conseiller financier. Il a simplement cédé par sa signature le toit au-dessus de ma tête et le toit au-dessus de la sienne parce qu'un blanc beau parleur avec une fausse montre de marque lui avait promis de faire de lui un milliardaire. Je suis resté assise là, complètement paralysé par l'ampleur de sa stupidité financière. Mon cerveau analytique a immédiatement commencé à calculer les dommages catastrophiques. 2 propriétés lourdement hypothéquées sous un prêt commercial à taux d'intérêt élevé signifiaient que les paiements mensuels seraient absolument astronomiques. En cas de défaut de paiement, la banque entamerait immédiatement des procédures de saisie sur les 2 maisons. J'ai regardé ma mère, Yvonne, m'attendant à voir au moins une petite lueur de panique dans ses yeux. Au lieu de cela, elle rayonnait d'une fierté absolue. Elle a tendu la main et a tapoté celle de mon père avec affection. Elle m'a dit que Calvin était le pourvoyeur ultime et qu'il avait à lui seul assuré la richesse générationnelle de toute notre famille.
Elle a dit que lorsque la société technologique entrerait en bourse le mois prochain, le prêt de 2 millions de dollars serait remboursé en quelques secondes et qu'il posséderait plusieurs maisons de vacances dans les Caraïbes. Elle a même remercié Preston de leur avoir offert l'opportunité exclusive d'entrer au rez-de-chaussée de son projet visionnaire. Preston a instantanément retrouvé sa posture imbue de lui-même. La sueur sur son front a séché et il s'est renversé dans sa chaise, croisant les bras sur sa poitrine. Il m'a regardé avec un sourire triomphant. Il m'a dit que mon père était un véritable pionnier qui comprenait la nature agressive du capital risque. Il a dit que je devrais remercier mes parents de porter le poids financier de la famille parce que, manifestement, je manque de courage pour prendre des décisions audacieuses. Ebony est intervenue depuis l'escalier où elle avait écouté toute la conversation. Elle a ri bruyamment et a dit que mon petit cerveau de comptable était probablement en train d'exploser en essayant de comprendre des chiffres aussi massifs. Le niveau de délire dans ma salle à manger était étouffant. Ils avaient littéralement parié toute leur vie et ma propre maison sur une arnaque qui n'existait même pas. J'ai compris pourquoi l'avis d'expulsion avait été signifié avec une hâte aussi désespérée. Ils ne me mettaient pas seulement dehors pour qu'Ebony puisse avoir un plus grand dressing. Ils me mettaient dehors parce que les énormes mensualités du prêt arrivaient probablement déjà à échéance et que Preston n'avait aucun revenu réel pour les couvrir. Ils avaient besoin de me forcer à partir pour pouvoir rénover agressivement et revendre la maison, ou peut-être la louer à des clients d'entreprises fortunées pour couvrir désespérément la dette massive que Calvin avait signée aveuglément. J'ai regardé le faux avis d'expulsion toujours posé sur la table. C'était une tentative désespérée et frénétique de prendre le contrôle total de l'actif avant que la banque ne vienne frapper à la porte. Mon père avait commis un sabotage financier extrême contre sa propre fille. Il avait légalement utilisé ma confiance comme une arme contre moi. J'ai senti un frisson glacial envahir tout mon corps, non pas par peur, mais par pure et absolue clarté. Il venait de me donner l'arme exacte dont j'avais besoin pour les détruire. Ils pensaient que j'étais une victime impuissante, piégée par leurs brillantes manœuvres financières. Ils ne savaient pas que je travaillais dans l'acquisition de créances douteuses. Ils ne savaient pas que toute ma carrière s'était construite sur le démantèlement d'imbéciles arrogants qui contractaient de mauvais prêts qu'ils ne pourraient jamais rembourser. J'ai fixé mon père et j'ai senti le dernier fil restant de ma loyauté familiale se briser net. J'ai lentement détourné mon attention de mon père pour verrouiller mes yeux complètement sur Preston. La pièce vibrait pratiquement d'une tension lourde, mais je gardais ma respiration parfaitement mesurée et superficielle. Je me suis penché en avant, posant mes avant-bras sur la table de la salle à manger, et j'ai abandonné le rôle de la fille aînée obéissante. J'ai adopté exactement le même personnage froid et calculateur que j'utilisais face à des cadres d'entreprise en défaut de paiement lors de négociations de haut niveau en conseil d'administration. J'ai dit à Preston que puisque mon père venait de parier 2 millions de dollars d'actifs familiaux sur son entreprise, je demandais maintenant formellement un audit verbal de sa structure d'entreprise. Preston a essayé de garder son sourire narquois, mais j'ai vu le léger tremblement de sa mâchoire et la façon dont ses yeux filaient vers le couloir. Je lui ai demandé si sa plateforme logistique était constituée en société à responsabilité limitée ou en société de type c'est du Delaware. Il a cligné des yeux rapidement, ne s'attendant manifestement pas à une question juridique aussi précise de la part d'une femme qu'il considérait comme une simple petite comptable. Il a bafouillé pendant une fraction de seconde avant de déclarer agressivement que c'était une société de type C, bien sûr, parce que c'est ce que les investisseurs en capital risque exigent absolument. J'ai hoché la tête lentement, analysant son mensonge grossier. Je lui ai ensuite demandé d'expliquer sa table de capitalisation actuelle. Je lui ai demandé de détailler le pourcentage exact de capitaux propres qu'il avait dilué lors de sa ronde d'amorçage et qui étaient ses principaux investisseurs institutionnels. Je lui ai demandé s'il avait émis des actions privilégiées ou des actions ordinaires pour ses premiers soutiens. J'ai regardé le sang se retirer lentement de son visage incroyablement pâle. Il a de nouveau tendu la main vers son verre de vin, mais sa main tremblait si visiblement qu'il a dû le reposer sur la table pour éviter de tout renverser sur la nappe blanche. Il a essayé de s'en tirer par une boutade, disant que ses documents financiers hautement sensibles étaient couverts par des accords de non-divulgation stricts et qu'il ne pouvait pas en discuter légalement. Je ne l'ai pas laissé respirer. J'ai immédiatement répliqué en l'interrogeant sur son taux de consommation de trésorerie mensuel et son coût d'acquisition client. Je lui ai demandé quels étaient ses bénéfices projetés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour le prochain trimestre fiscal. J'ai demandé comment une entreprise prétendument à quelques semaines d'une introduction en bourse massive dépendait simultanément d'un prêt relais personnel désespéré de 2 millions de dollars de la part d'un beau-père retraité. La salle à manger était plongée dans un silence de mort.
Ma mère et mon père regardaient l'échange avec une confusion et une panique croissantes. Ils ne comprenaient pas la terminologie financière complexe que j'utilisais, mais ils voyaient clairement que leur gendre en or transpirait violemment sous la pression intense. Ebony restait complètement figée dans l'escalier, son attitude arrogante s'évaporant totalement alors qu'elle regardait son mari lutter pour former une seule phrase cohérente. Preston a réalisé qu'il était complètement acculé. Il ne pouvait plus me surpasser avec des mots à la mode technologique vide. Alors, il a fait ce que les hommes acculés et désespérés font toujours lorsqu'ils perdent le contrôle d'un récit. Il a eu recours à une agression aveugle et déchaînée. Preston a frappé son poing violemment sur la table en acajou massif, faisant sauter les assiettes en porcelaine et cliqueter bruyamment les ustensiles en argent contre le verre. Il a pointé son doigt directement vers mon visage, et tout son comportement est passé de celui d'un fondateur de tech arrogant à celui d'un homme blanc imbu de ses privilèges essayant de discipliner une femme noire qui avait osé remettre en question son autorité absolue. Il a baissé sa voix dans un registre dur et menaçant. Il m'a dit que mon ton était complètement inacceptable pour un dîner de famille. Il a dit que j'étais inutilement hostile, agressive et beaucoup trop bruyante. C'était la micro-agression classique, tirée des manuels, conçue pour me dépeindre comme la femme noire en colère tout en ignorant complètement son propre comportement physique explosif et violent. Il m'a dit que je devais corriger mon attitude immédiatement et me souvenir de ma place appropriée dans cette hiérarchie familiale. Il s'est penché lourdement sur la table, envahissant mon espace personnel et essayant d'utiliser sa taille physique pour m'intimider. Il a dit que les gens comme moi essayaient toujours de rabaisser les visionnaires qui réussissent parce que nous étions intrinsèquement amers et piégés dans une mentalité de victime. Il a réellement utilisé l'expression « les gens comme vous » avec une insistance lourde de sens qui rendait le sous-entendu racial sans équivoque pour quiconque prêtait attention. Il a remis en question mes compétences professionnelles, affirmant qu'une comptable de niveau intermédiaire issue de l'embauche pour la diversité ne pourrait jamais comprendre les mécanismes de haut niveau de la finance d'élite de la Silicon Valley. Il m'a dit que je me ridiculisais en essayant de paraître intelligente en utilisant un jargon financier. J'avais probablement juste fait des recherches sur Internet plus tôt cet après-midi pour essayer de paraître importante. Il a exigé que j'arrête de l'interroger et que je montre un respect élémentaire pour l'homme qui était sur le point d'élever à lui seul toute ma famille hors de sa médiocre existence de classe moyenne. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas élevé la voix d'un seul décibel. Je ne lui ai pas donné la satisfaction de me voir perdre mon sang-froid professionnel. Je suis simplement resté assise là et j'ai absorbé son vitriol raciste désespéré. J'ai regardé les grosses veines bleues saillir sur son cou. J'ai regardé la fausse confiance fondre, ne laissant rien d'autre qu'une fraude financière fragile et peu sûre d'elle. Je lui ai dit très calmement que les vrais directeurs généraux ne font pas de crise de colère physique lorsqu'on leur pose des questions fondamentales sur les bilans de leur entreprise. Je lui ai dit qu'un homme qui se préparait réellement pour une introduction en bourse d'1 milliard de dollars n'aurait pas besoin de voler agressivement une maison à une femme noire célibataire pour prouver sa valeur nette à ses investisseurs imaginaires. Mon père s'est soudainement levé de table. Il respirait lourdement et son visage était rouge vif de colère extrême. Mais il n'était pas en colère contre Preston pour avoir insulté sa fille. La dissonance cognitive psychologique était tout simplement trop forte pour que Calvin puisse la surmonter. Il avait parié toutes ses économies, sa sécurité de retraite et sa propre maison sur ce récit du sauveur blanc, et il était totalement réticent à affronter la réalité terrifiante qu'il s'était fait complètement arnaquer. Il m'a regardé avec un dégoût absolu et débridé. Il m'a dit que Preston avait tout à fait raison et que mon comportement ce soir était absolument honteux. Il a dit que j'essayais intentionnellement de saboter le dîner de fête familiale parce que je ne pouvais pas supporter de voir ma jeune sœur si heureuse et accomplie. Il a exigé que je présente immédiatement mes excuses à Preston pour ma série de questions irrespectueuses et inappropriées. Ma mère s'est jointe à lui presque instantanément, sa voix perçante et empreinte de panique. Elle m'a dit que j'avais toujours été une enfant difficile, ingrate et agressive qui repoussait les gens. Elle a dit que je gâchais Noël avec mon énergie toxique et négative et mes accusations sauvages et sans fondement contre un homme bon. Elle m'a dit que Preston nous avait gracieusement permis de faire partie de son incroyable voyage financier, et que je lui jetais cela agressivement à la figure comme une enfant jalouse. Ils étaient complètement et totalement aveugles. Ils étaient si désespérés d'appartenir à une classe sociale supérieure qu'ils étaient prêts à laisser un escroc hurler des insultes racistes à leur propre fille dans sa propre maison. Ils étaient parfaitement disposés à sacrifier ma dignité, ma carrière et ma propriété juste pour protéger son ego fragile, si fragile. Je les ai regardés tous les trois, Preston respirant lourdement, mon père se tenant debout pour le défendre furieusement, et ma mère hochant la tête avec des larmes de frustration dans les yeux.
j'ai réalisé à cet instant précis qu'ils n'étaient plus ma famille. Ils n'étaient que des otages terrifiés de leur propre cupidité pathétique. Le silence qui a suivi ma réalisation était épais et étouffant. J'étais assise en bout de ma propre table de salle à manger, regardant les personnes dont je partageais l'ADN, et je n'ai ressenti absolument rien d'autre qu'un profond détachement glacial. Ma mère, Yvonne, a décidé que mon silence était un signe de faiblesse, et elle s'est investie lourdement dans son rôle de victime ultime. Elle a sorti un mouchoir en dentelle de son sac à main et a commencé à tamponner les coins de ses yeux secs. Elle m'a dit que j'avais toujours été une personne incroyablement amère et vindicative, même quand j'étais petite fille. Elle a prétendu que j'étais profondément jalouse de ma jeune sœur parce qu'Iboni avait réussi à trouver un mari riche et beau alors que j'avais 32 ans et que j'étais complètement seule. Ma mère a laissé échapper un sanglot dramatique et a dit que cela lui brisait le cœur de voir sa fille aînée devenir une vieille fille froide et dure qui ne se souciait que des feuilles de calcul et des échelons de l'entreprise. Elle a dit que mon horloge biologique tournait bruyamment et qu'au lieu de trouver un homme bon pour fonder une famille, je passais mes frustrations pathétiques sur la seule relation réussie de notre famille. Elle a réellement pointé du doigt Preston, qui respirait toujours lourdement et me foudroyait du regard, et l'a qualifié de bénédiction d'en haut. Elle m'a dit que je devrais prendre des notes sur la façon dont Iboni traitait son mari au lieu de l'attaquer comme un animal sauvage. Mon père, Calvin, est rapidement intervenu pour renforcer les délires de ma mère. Il a bombé le torse et a déclaré qu'il en avait officiellement fini d'essayer de s'adapter à mon attitude toxique. Il a dit qu'Iboni avait toujours apporté de la joie et de la lumière dans leur vie alors que j'avais toujours été un nuage sombre et têtu faisant pleuvoir sur leur défilé. Il m'a dit que ma jalousie était une maladie dégoûtante qui me rongeait vivante. Il a agité sa main avec dédain autour de ma magnifique salle à manger et a dit que la seule raison pour laquelle j'avais même cette maison était qu'il m'avait permis d'utiliser son bon nom pour garantir l'hypothèque. L'ampleur de son révisionnisme historique était stupéfiante. Il s'était convaincu qu'il était le patriarche bienveillant qui m'avait fait don de mon succès, et qu'il avait donc le droit absolu de me le retirer quand bon lui semblait. Iboni a descendu lentement le reste des escaliers, se tenant à la rampe en acajou comme si elle était une demoiselle fragile en détresse dans un feuilleton bon marché. Elle s'est approchée de Preston et a entouré sa taille de ses bras, enfouissant son visage dans sa poitrine. Preston a embrassé le sommet de sa tête et m'a lancé un regard triomphant. Iboni a reniflé bruyamment et a tourné la tête juste assez pour me regarder avec un pur venin dans les yeux. Elle a dit que j'étais un monstre pour avoir essayé de gâcher sa première fête de l'Action de grâce en tant que femme mariée. Elle a dit qu'elle était tellement stressée par l'énorme introduction en bourse à venir et que j'essayais intentionnellement de déclencher son anxiété en inventant des mensonges vicieux sur les problèmes financiers inexistants de son mari. Elle a regardé mes parents et leur a dit qu'ils devaient me faire sortir de la maison ce soir parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité en dormant sous le même toit que quelqu'un d'aussi mentalement instable et hostile. Elle a dit que mon travail de comptabilité d'entreprise m'avait manifestement rendu complètement folle et que j'avais besoin d'une aide psychiatrique sérieuse. Mes parents se sont immédiatement précipités pour la réconforter, roucoulant et s'excusant pour mon comportement terrible. Ils lui ont promis que tout serait réglé et que d'ici lundi matin, toute cette maison lui appartiendrait, à elle et à Preston, comme elle le méritait. Je suis restée assise là et j'ai regardé la performance tordue se dérouler. Le conflit psychologique en moi a atteint son apogée absolu, puis s'est soudainement brisé, laissant place à une résolution limpide. Pendant 32 ans, j'avais désespérément soif de leur approbation. Je m'étais tué à la tâche en essayant de prouver que j'étais digne de leur amour et de leur respect. J'avais financé leurs vacances, je les avais sortis de dettes mineures et j'avais acheté cette maison massive, espérant que cela les rendrait enfin fiers de moi. Mais en les regardant dorloter une fraude financière avérée tout en complotant activement pour me jeter dehors dans la neige, j'ai enfin compris la vérité. Ma famille était fondamentalement pourrie jusqu'à la moelle. Ils étaient totalement dépourvus de loyauté, de moralité ou de décence humaine élémentaire. Ils vénéraient l'illusion de la richesse et la proximité avec la blancheur si intensément qu'ils étaient prêts à sacrifier leur propre chair et leur propre sang pour la maintenir. Ils ne l'aimaient pas parce qu'Iboni était une bonne personne. Ils l'aimaient parce qu'elle nourrissait leur vanité sans fin. Et ils me détestaient parce que j'étais un rappel vivant du travail acharné et de la discipline qui leur faisait cruellement défaut. Je n'ai pas ressenti l'envie de pleurer ou de crier. Je n'ai pas ressenti le besoin de défendre ma carrière ou mon statut relationnel. La petite fille qui voulait que son papa la protège et que sa maman la réconforte est morte juste là, à cette table à manger. À sa place siégeait une directrice principale des acquisitions de dettes en difficulté. Et en regardant Calvin, Yvonne, Iboni et Preston, je ne voyais plus ma famille.
Je voyais un groupe de débiteurs défaillants et hautement surendettés qui venaient de commettre le pire calcul financier de toute leur misérable vie. J'ai tendu lentement la main vers mon verre de vin et j'ai pris une autre gorgée. J'ai laissé le silence s'étirer, les laissant se vautrer dans leur indignation moralisatrice. Mon père a exigé de savoir pourquoi je souriais. Il a hurlé que ce n'était pas une blague et que je devais commencer à faire mes valises immédiatement. Ma mère lui a dit de ne pas crier parce que cela pourrait contrarier Preston. C'était une danse du dysfonctionnement parfaitement chorégraphiée, et je quittais enfin la piste de danse pour de bon. J'ai reposé mon verre de vin sur la table et j'ai regardé mon père droit dans les yeux. J'ai ouvert la bouche pour lui dire exactement quel genre d'enfer il venait de déchaîner sur lui-même. Mais avant que je puisse prononcer un seul mot, le son aigu et perçant de la sonnette de mon entrée a retenti dans la maison, résonnant au-dessus du silence tendu. C'était parfaitement synchronisé, comme un dernier salut. Le tintement sec de la sonnette a résonné une seconde fois dans le couloir, tranchant la tension étouffante de la salle à manger. Mon père, Calvin, a croisé les bras sur sa poitrine et a exigé avec colère de savoir qui j'avais invité pour interrompre une discussion familiale privée le soir de Noël. Je ne lui ai pas répondu. J'ai simplement reculé ma chaise et j'ai marché lentement vers le hall d'entrée. J'entendais ma mère, Yvonne, marmonner entre ses dents à propos de mon manque de courtoisie élémentaire. J'ai atteint la lourde porte en chêne et je l'ai ouverte, laissant une bouffée d'air hivernal glacial tourbillonner dans la maison chauffée. Debout sur mon porche, avec des flocons de neige saupoudrant les épaules de son pardessus en laine foncée, se tenait mon voisin et meilleur ami Isaiah. Isaiah a 34 ans et c'est l'un des avocats financiers les plus impitoyables de tout l'État. Il tenait un dossier manille épais et lourd bien serré sous son bras gauche. Il m'a jeté un regard entendu et est entré, tapant la neige de ses bottes en cuir coûteuse sur le paillasson. Mon père a immédiatement quitté la salle à manger et s'est avancé dans le hall, essayant d'empêcher Isaiah d'avancer plus loin dans la maison. Calvin a gonflé le torse et a utilisé sa voix la plus forte et la plus autoritaire pour dire à Isaiah qu'il devait partir immédiatement. Il a déclaré qu'il s'agissait d'une affaire de famille privée et qu'aucun étranger n'était le bienvenu ici ce soir. Isaiah n'a même pas scié. Il n'a pas bronché ni reculé. Il a simplement regardé mon père avec le genre de détachement clinique et froid qu'un scientifique utilise pour observer un insecte sous un microscope. Isaiah a complètement ignoré la posture agressive de Calvin et a tourné toute son attention vers moi. Il m'a demandé si tout le monde était présent et au complet. J'ai hoché la tête et lui ai dit que toute la galerie de personnages était assise juste là, dans la salle à manger. Isaiah a déboutonné son manteau d'hiver et l'a posé nonchalamment sur le porte-manteau comme s'il était chez lui. Cette démonstration de décontraction a absolument exaspéré mon père. Calvin a fait un pas en avant et a levé la main, pointant un doigt directement vers le visage d'Isaiah. Il a crié qu'il était le chef de cette famille et qu'il ordonnait à Isaiah de sortir de la maison avant qu'il n'appelle la police pour le faire arrêter pour violation de propriété. Isaiah s'est enfin tourné vers mon père. Il a laissé échapper un petit rire bas et sec qui m'a fait frissonner. Isaiah a calmement expliqué à mon père qu'il ne pouvait pas commettre de violation de domicile dans une maison où il avait été explicitement invité par l'unique propriétaire légal de la propriété. Il a ensuite contourné complètement mon père et s'est dirigé droit vers la salle à manger. Toute la dynamique de pouvoir dans la pièce a basculé à l'instant même où Isaiah a franchi le seuil. Ebony et Preston étaient assis à la table, le regardant avec de grands yeux. Yvonne a agrippé son collier de perles et a eu un haut-le-cœur dramatique, demandant qui était cet étranger arrogant et pourquoi je lui permettais de manquer de respect à mon père. Isaiah s'est avancé jusqu'à la table à manger et s'est arrêté juste en face de Preston. L'énorme dossier manille dans sa main semblait aspirer tout l'air de la pièce. Il a baissé les yeux vers la table et a remarqué l'avis d'expulsion posé à côté de mon assiette. Il a tendu la main et l'a ramassé avec 2 doigts, le tenant devant la lumière du lustre comme s'il s'agissait d'un déchet sans valeur. Il a lu l'entête à haute voix et a ri de nouveau. Il a rejeté le papier sur la table et a regardé Preston. Isaiah s'est présenté formellement. Il n'a pas mentionné qu'il était mon voisin ou mon ami. Il s'est présenté comme associé principal dans son cabinet d'avocat d'affaires et a déclaré qu'il agissait en tant que mon conseiller juridique officiel pour la soirée. Il a regardé Preston droit dans les yeux et a dit qu'il avait passé tout son week-end de vacances à faire quelques lectures légères sur une start-up technologique révolutionnaire en logistique numérique. Preston est devenu blanc comme de la craie. Il a essayé de parler, mais sa voix a mué et seul un petit couinement pathétique en est sorti. Isaiah s'est penché au-dessus de la table, s'appuyant sur ses mains, et a fixé directement les yeux terrifiés de Preston.
Il a demandé à Preston pourquoi un homme qui était prétendument à quelques semaines d'une introduction en bourse d'1 milliard de dollars était enregistré à une boîte postale derrière un centre commercial dans un état complètement différent. Ebony s'est levée brusquement, sa chaise grinçant bruyamment sur le sol. Elle a exigé de savoir pourquoi cet ami avocat harcelait agressivement son mari. Elle m'a regardé et a hurlé que j'avais planifié toute cette embuscade parce que j'étais une sœur profondément amère et haineuse. Isaiah n'a même pas regardé Ebony. Il a gardé les yeux fermement verrouillés sur Preston. Il a dit à Ebony qu'elle ferait mieux de se rasseoir et de prendre une très grande inspiration, car la nuit ne faisait que commencer. Calvin est entré dans la salle à manger derrière Isaiah, fumant toujours de rage. Il a dit à Isaiah que son titre ronflant ne signifiait rien ici, et que les mensonges que je lui avais racontés n'étaient que les délires paranoïaques d'une femme jalouse. Isaiah s'est redressé et s'est tourné face à mon père. Il a brandi le lourd dossier manille. Il a dit à mon père qu'à l'intérieur de ce dossier se trouvait une analyse médico-légale complète de chaque transaction financière effectuée par Preston au cours des 36 derniers mois. Il a dit qu'il n'y avait aucun délire ici, seulement des relevés bancaires dûment vérifiés. Il a dit à Calvin qu'il devrait le remercier au lieu de lui crier dessus, car ce dossier était la seule chose qui séparait Calvin d'une ruine financière absolue et totale. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Ma mère a cessé d'agripper ses perles. Mon père a cessé de gonfler le torse. La façade d'arrogant prodige de la tech que Preston avait portée toute la soirée était complètement brisée. Isaiah avait apporté la vérité absolue et indéniable à leur table, et il n'avait plus nulle part où se cacher. Isaiah n'a pas attendu que mon père assimile ses paroles ou formule une autre réponse colérique et défensive. Il a fait les quelques pas restants jusqu'au bord de la table à manger, se déplaçant avec la démarche confiante et aisée d'un homme qui détient toutes les cartes gagnantes. Il a levé le bras droit et a abattu la lourde et épaisse enveloppe manille scellée contre le bois d'acajou poli. Le son de l'impact a résonné dans la salle à manger comme un coup de feu, brisant complètement le peu de tension fragile qui restait dans l'air. Il l'a délibérément placé directement sur le ridicule avis d'expulsion que mon père m'avait signifié plus tôt, masquant complètement le document juridique bon marché. Le geste symbolique était impossible à manquer. Isaiah écrasait littéralement leur tentative pathétique de m'intimider sous le poids massif et indéniable de la réalité. Il s'est penché en avant, gardant sa large main fermement posée sur l'enveloppe, la pressant contre la table. Il a regardé directement mon père dans les yeux, et sa voix est descendue d'une octave, portant une autorité froide et glaçante. Il a averti Calvin qu'il devait ouvrir cette enveloppe et lire chaque page très attentivement avant de prendre une décision finale sur qui dormirait où ce soir. Il a dit à mon père que l'ignorance volontaire n'était plus une défense juridique valable et que le temps des faux-semblants était officiellement terminé. Mon père est resté complètement figé, fixant l'enveloppe brune comme s'il s'agissait d'un engin explosif actif. Il n'a pas tendu la main pour la prendre. C'était un homme qui avait passé toute sa vie à éviter ses responsabilités, rejetant toujours ses échecs sur quelqu'un d'autre, généralement moi. En cet instant, son instinct de survie lui hurlait de détourner le regard, de mettre Isaiah dehors et de maintenir ses illusions confortables, mais le mal était déjà fait. La graine d'une terreur absolue avait enfin été plantée dans son esprit têtu, et elle grandissait rapidement. Preston, en revanche, ne pouvait plus supporter le suspense insupportable. La cocotte minute psychologique avait fini par éclater. Il a fixé l'enveloppe et le reste de sang s'est complètement retiré de son visage, le laissant semblable à un fantôme terrifié. Il savait exactement ce qu'il y avait à l'intérieur de ce dossier. Il savait que l'élaboré château de cartes qu'il avait passé des années à construire méticuleusement était sur le point d'être emporté par un ouragan massif de relevés bancaires vérifiés et de documents juridiques. Preston a soudain laissé échapper un son guttural frénétique, à mi-chemin entre un cri et un gémissement désespéré. Il a complètement abandonné tout semblant d'être un riche et raffiné cadre de la tech. Il a jeté tout son corps à travers la table à manger. Il a renversé son verre de vin coûteux, envoyant une flaque massive de liquide rouge foncé imbiber la nappe blanche immaculée. Il a renversé un plat de canard rôti, projetant des morceaux de viande et de la céramique lourde à travers la table. Ses bras se tendaient désespérément, ses doigts griffant frénétiquement l'air, essayant d'arracher l'enveloppe sous la main d'Isaiah. Mais Isaiah avait parfaitement anticipé le mouvement. Avant même que les doigts frénétiques de Preston ne puissent effleurer le bord du papier épais, Isaiah a réagi avec la rapidité de l'éclair. Il n'a pas bronché et n'a pas crié. Il a simplement déplacé son poids, ancré ses pieds et utilisé son bras gauche pour asséner un blocage rapide et puissant. Il a attrapé l'avant-bras de Preston en plein vol,
le repoussant avec une force physique autoritaire qui a complètement déséquilibré Preston. Preston a laissé échapper un souffle court alors que sa poitrine heurtait violemment le bord de la table. Il a lutté pour retrouver l'équilibre, ses chaussures en cuir coûteuses glissant sur le parquet poli. Il avait l'air absolument pathétique. Le riche, brillant et milliardaire visionnaire rampait maintenant pratiquement sur une table à manger, ruinant un repas de fête, essayant de voler une enveloppe en papier brun comme un vulgaire voleur de rue désespéré. Isaiah se tenait droit, sa main reposant toujours calmement sur le dossier. Il a regardé Preston avec une expression de pur dégoût. Il a averti Preston d'un ton bas et menaçant que s'il essayait à nouveau de saisir quoi que ce soit de force entre ses mains, il s'assurerait personnellement que des accusations d'agression soient ajoutées à la liste massive de crimes fédéraux auxquels Preston faisait déjà face. Le mot crime est resté suspendu dans l'air comme un nuage d'orage sombre et lourd. Ebony a eu un haut-le-cœur sonore et a couvert sa bouche de ses deux mains. Elle a regardé son mari, qui glissait actuellement de la table, ajustant sa veste de costume froissée et respirant bruyamment avec des yeux hagards et paniqués. Elle a demandé à Preston de quoi Isaiah parlait. Elle lui a demandé pourquoi il agissait de manière aussi folle pour une stupide enveloppe, le suppliant d'expliquer ce qui se passait. Preston ne pouvait même pas regarder sa femme. Ses yeux ne cessaient de darder frénétiquement entre Isaiah, l'enveloppe et la porte d'entrée. Il calculait rapidement ses issues de secours. C'était un rat piégé cherchant un tuyau d'évacuation sombre. Il a commencé à bégayer une série d'excuses pathétiques et absurdes à un rythme effréné. Il a prétendu qu'Isaiah et moi essayions de voler sa propriété intellectuelle exclusive. Il a dit que le dossier contenait des secrets commerciaux volés à son entreprise technologique et que nous essayions de commettre un espionnage industriel pour ruiner son introduction en bourse. C'était le mensonge le plus absurde et le plus désespéré qu'il ait proféré de toute la soirée. J'ai laissé échapper un petit rire sincère depuis ma place en bout de table. Je lui ai demandé comment un dossier rempli de relevés bancaires et de rapports d'enquête privés pouvait contenir des secrets commerciaux pour une plateforme de logistique numérique qui n'avait même pas de site web fonctionnel ni une seule ligne de code écrite. Ma mère, Yvonne, est enfin sortie de sa paralysie de choc. Elle s'est levée de sa chaise, ses mains tremblant violemment. Elle a regardé mon père et l'a supplié de faire quelque chose. Elle a exigé que Calvin mette Isaiah dehors immédiatement et brûle l'enveloppe sans l'ouvrir. Elle suppliait littéralement son mari de la protéger de la vérité. Elle préférait vivre dans un mensonge confortable, même si ce mensonge était en train de les ruiner activement et de détruire leur vie. Mais Calvin n'écoutait plus Yvonne. La vue de Preston se jetant à travers la table comme un criminel désespéré et violent avait enfin fissuré son armure têtue et arrogante. Il a réalisé à cet instant précis qu'un homme innocent, un fondateur milliardaire confiant, ne réagirait jamais de cette façon à un simple coup de bluff. Calvin a baissé les yeux vers la flaque de vin rouge imbibant la nappe, ressemblant étrangement à du sang frais. Il a regardé le dîner de Noël ruiné, puis, lentement, il a tendu sa main droite tremblante vers la lourde enveloppe manille. Preston a hurlé à Calvin de ne pas y toucher. Il a supplié mon père de l'écouter. Il a promis à Calvin que s'il jetait simplement le dossier et me mettait à la porte, l'introduction en bourse aurait lieu la semaine prochaine et qu'ils seraient tous incroyablement riches au-delà de leurs rêves les plus fous. Il mendiait littéralement pour sa survie financière. Mais ses supplications désespérées et paniquées ne faisaient que confirmer sa culpabilité absolue et indéniable. Isaiah a lentement levé sa main de l'enveloppe. Il a fait un pas en arrière délibéré, laissant à mon père l'espace physique nécessaire pour sceller son propre destin. Il a dit à Calvin que le choix lui appartenait entièrement. Il pouvait s'en détourner dès maintenant et perdre tout ce pourquoi il avait travaillé dans une ignorance totale. Ou il pouvait ouvrir le dossier et voir enfin le monstre qu'il avait invité dans sa maison et financé avec ses économies de toute une vie. Toute la pièce a retenu son souffle alors que les doigts tremblants de Calvin ont enfin effleuré le bord du seau en papier épais. Il a dégluti difficilement, sa poitrine se soulevant au rythme de respiration nerveuse et superficielle. Le son du papier brun épais qu'il déchirait apparut incroyablement fort dans le silence de mort de ma salle à manger. Il a plongé la main à l'intérieur et en a doucement extrait une pile massive de documents blancs impeccables. Le logo d'un cabinet d'enquête privée et de comptabilité médico-légale d'élite était frappé en gras tout en haut de la première page. Calvin a mis ses lunettes de lecture d'une main tremblante et a fixé le résumé analytique. Ses yeux ont commencé à parcourir les paragraphes, et j'ai vu la couleur se retirer complètement de son visage. J'ai vu ses larges épaules s'affaisser et sa poitrine s'effondrer alors que la vérité absolue et indéniable commençait à s'imprimer dans son esprit têtu. Il a commencé à lire les chiffres à haute voix,
mais sa voix n'était plus qu'un murmure sec et brisé. Isaiah s'est avancé, décidant d'aider mon père à assimiler ces informations accablantes et dévastatrices. Isaiah a pointé directement la deuxième page du rapport. Il a expliqué d'une voix calme et clinique qu'il n'y avait absolument aucune entreprise technologique se préparant à une introduction en bourse massive. La plateforme révolutionnaire de logistique numérique dont Preston s'était vanté toute la soirée n'était rien de plus qu'une société écran bon marché enregistrée dans le Delaware pour quelques centaines de dollars. Il n'y avait aucun investisseur institutionnel ni aucune société de capital risque pour le soutenir. Il n'y avait aucun développeur de logiciels brillant travaillant jour et nuit dans la Silicon Valley. Il n'y avait pas une seule ligne de code exclusive ni un produit bêta fonctionnel. La seule chose que Preston possédait réellement était un nom de domaine de site web parqué et qu'il avait acheté pour $12 sur Internet. Calvin a tourné la page suivante et sa respiration est devenue incroyablement superficielle et erratique. Il regardait les relevés bancaires vérifiés détaillant le voyage exact de ces $2 millions de capital initial. Isaiah a gardé une voix stable en narrant le massacre financier. Il a expliqué que le lendemain même du jour où Calvin avait viré l'argent provenant des secondes hypothèques, les fonds avaient été immédiatement transférés hors du faux compte bancaire de l'entreprise. Preston n'avait pas utilisé l'argent pour embaucher du personnel ou construire des infrastructures. Au lieu de cela, il avait injecté près d'1 million de dollars dans des plateformes d'échange de crypto-monnaies offshore hautement volatiles et non réglementées. Il avait acheté des monnaies numériques spéculatives incroyablement risquées juste avant que l'ensemble du marché de la crypto ne s'effondre complètement. Les relevés bancaires montraient des liquidations massives et des pertes totales. La soi-disant stratégie de richesse décentralisée de Preston n'était littéralement que lui, assis sur un canapé, jouant les économies de toute une vie de mon père sur son téléphone et perdant presque tout en quelques semaines. Ma mère Yvonne a agrippé le bord de la table à manger si fort que ses articulations sont devenues complètement blanches. Elle continuait de supplier Calvin de parler et de dire à tout le monde que ces papiers n'étaient qu'une erreur stupide ou un mensonge malveillant. Mais Calvin ne pouvait pas parler. Il était complètement fasciné par la destruction absolue de son avenir financier étalé à l'encre noire sur blanc. Il a tourné une autre page. Cette section du rapport détaillait les actifs physiques et les achats importants. Isaiah a souligné que Preston avait utilisé plus de $400 000 de l'argent emprunté par mon père pour acheter 2 voitures de sport de luxe entièrement en espèces, mais il n'avait pas enregistré les véhicules coûteux sous son propre nom, ni celui d'Ibony, ni celui de Calvin. Il les avait enregistrés sous des sociétés à responsabilité limitée écran complètement anonymes, protégeant ainsi pleinement les actifs vis-à-vis de ma famille tout en utilisant leur argent pour les acheter. Il se pavanait en ville avec l'allure d'un riche et prospère fondateur de la tech pendant que mon père portait le poids écrasant de la dette du prêt commercial. Ibony hyperventilait maintenant, sa poitrine se soulevant de respiration paniquée. Elle a saisi le bras de son mari et l'a secoué violemment, le suppliant de lui dire qu'il avait vraiment une entreprise et que tout cela n'était qu'un terrible malentendu. Preston fixait simplement le sol, totalement silencieux. Il transpirait abondamment, et son costume sur mesure coûteux ressemblait soudain à un déguisement bon marché et mal ajusté. L'illusion de son immense pouvoir et de sa supériorité intellectuelle s'était complètement évaporée, ne laissant derrière elle qu'un voleur pathétique et lâche. Calvin continuait de tourner les pages, ses mains tremblant si violemment que les papiers s'entrechoquaient bruyamment dans la pièce silencieuse. Il atteignit la section finale du rapport d'expertise comptable qui détaillait les dettes personnelles de Preston. C'était une montagne de dettes de cartes de crédit excessives et douteuses. Il y avait plus de $300 000 répartis sur plusieurs cartes à taux d'intérêt élevés. Les relevés mensuels détaillés montraient exactement comment Preston avait financé son train de vie luxueux au cours de l'année passée. Il avait payé des dîners coûteux dans des restaurants exclusifs, des vacances de luxe, des vêtements de marque et même des locations de jets privés entièrement à crédit, juste pour maintenir l'apparence d'un milliardaire prospère. Même la montre de prix qu'il portait avait été achetée avec une carte de crédit au plafond atteint. Toute son existence était un mirage soigneusement orchestré, entièrement financé par des prêts prédateurs et la valeur nette de la maison volée de mon père. Je restais parfaitement immobile en bout de table, observant le carnage absolu qui se déroulait devant moi. C'était l'homme qu'ils pensaient être meilleur que moi. C'était le génie visionnaire pour lequel ils étaient prêts à voler ma maison. Ils avaient insulté ma carrière stable, moqué ma prudence financière et m'avaient traité de vieille fille jalouse et amère, tout en remettant littéralement leur vie entière entre les mains d'un escroc de manuel. Calvin finit par laisser tomber l'épaisse pile de papier sur la table. Il ressemblait à un homme qui venait d'être mortellement blessé, mais qui n'avait pas encore tout à fait ressenti la douleur physique.
Il regarda Preston avec des yeux écarquillés et terrifiés. Il demanda à Preston, d'une voix brisée et tremblante, où était le reste de l'argent. Il supplia Preston de lui dire qu'il restait au moins un compte bancaire secret ou un coffre-fort avec quelque chose pour les sauver de la faillite totale. Isaiah ne laissa pas à Preston la chance de raconter un autre mensonge désespéré. Isaiah tapota fermement son index sur la dernière page du rapport d'expertise. Il baissa les yeux vers mon père et lui porta le coup de grâce final à son ego fragile. Il dit à Calvin qu'il n'y avait aucun compte offshore secret ni aucune richesse cachée. La totalité des 2 millions de dollars s'était complètement envolée, évaporée pour payer le faux style de vie de Preston et ses terribles habitudes de jeu. Les comptes bancaires étaient à découvert et les cartes de crédit en défaut de paiement. Mon père réalisa à cet instant précis et atroce qu'il avait hypothéqué sa propre maison et la mienne, non pas pour bâtir un empire générationnel, mais pour financer les illusions pathétiques d'un bon à rien frauduleux. La réalité de sa stupidité catastrophique s'installait enfin lourdement sur ses épaules, et le poids psychologique l'écrasait visiblement. Isaiah resta silencieux un moment, laissant ce lourd silence punir mon père. Puis il tendit la main et tapota doucement son index contre le tout dernier intercalaire de l'épais dossier beige. Il dit à mon père que la ruine financière n'était que la première partie de la tragédie. Il ordonna à Calvin de se rendre à la dernière section du rapport d'expertise. Mon père leva les yeux vers Isaiah, le regard complètement vide et vaincu. Il semblait physiquement incapable de supporter la lecture d'un seul mot de plus, mais la curiosité morbide et la terreur absolue forcèrent ses mains tremblantes à tourner l'épais intercalaire en carton. Les pages de cette section étaient nettement différentes. Il ne s'agissait pas seulement de tableurs compliqués et de logos de banque. Il y avait des copies de virements bancaires, des contrats de location et des photographies imprimées en haute résolution. Isaiah ne regarda même pas mon père pendant qu'il narrait cette partie spécifique. Il regarda directement ma sœur Ebony, qui s'agrippait encore au bras de Preston comme un enfant effrayé sur un navire en train de couler. Isaiah expliqua que pendant que Preston disait à sa femme qu'il s'envolait pour la Silicon Valley afin de rencontrer des investisseurs technologiques d'élite, il embarquait en réalité sur des vols en première classe pour Miami, en Floride. Isaiah pointa du doigt la copie d'un reçu de virement massif. Il expliqua que Preston avait utilisé 75 000 $ de l'argent emprunté par mon père pour prépayer une année entière de loyer pour un appartement terrasse de luxe face à l'océan à South Beach. Ebony cligna des yeux rapidement, son visage se tordant en un masque de pure confusion. Elle regarda son mari et lui demanda pourquoi il aurait besoin d'un appartement terrasse à Miami. Elle lui demanda s'il installait un bureau satellite pour sa société de logistique numérique. Le niveau de son désespoir naïf était presque physiquement douloureux à voir. Isaiah ne laissa pas Preston formuler un mensonge. Il répondit à la question d'Ebony avec une précision chirurgicale brutale. Il lui dit qu'il n'y avait pas de bureau d'entreprise. Il lui dit de regarder attentivement le nom figurant sur le contrat de location résidentielle. Ebony se pencha sur la table de salle à manger ruinée, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant profondément dans la nappe blanche. Ses yeux parcoururent le document juridique et s'arrêtèrent sur un nom qui n'était certainement pas le sien. Isaiah lui dit que l'appartement était entièrement occupé par une influenceuse fitness blanche de 23 ans nommée Chloé. Il expliqua que Preston finançait entièrement le style de vie somptueux de cette femme depuis 8 mois. Il payait son loyer onéreux, lui achetait des sacs à main de marque et l'emmenait en week-ends extravagants sur des yachts, tout cela en utilisant l'argent du prêt à taux d'intérêt élevé de mon père. Mon père laissa échapper un sanglot étouffé depuis le bout de la table, mais Ebony restait totalement silencieuse. Le choc profond semblait avoir complètement court-circuité son cerveau. Elle tendit lentement la main et ramassa l'une des photographies imprimées du dossier. C'était une image claire et nette prise par un détective privé montrant Preston sortant d'un restaurant haut de gamme de Miami, le bras serré autour de la taille d'une grande femme blonde. L'illusion du mariage riche et parfait que mes parents avaient vénéré et utilisé pour me rabaisser toute la soirée vola complètement en 1 million de morceaux irréparables. Ebony fixa la photographie pendant ce qui sembla être une éternité absolue. Le silence dans la salle à manger était si lourd que je pouvais entendre la neige taper doucement contre les vitres. Et puis le silence fut violemment déchiré. Ebony laissa échapper un son que je n'avais jamais entendu un être humain produire auparavant. C'était un cri profond, guttural, primitif qui s'arracha de sa gorge et résonna contre les hauts plafonds de ma maison. Elle lâcha la photographie sur la table et se jeta sur Preston avec la férocité absolue d'un animal sauvage. Elle ne le gifla pas et ne le poussa pas comme elle me l'avait fait à l'étage. Elle projeta tout le poids de son corps sur lui, ses mains formées comme des griffes visant directement son visage.
Preston hurla de terreur véritable et trébucha en arrière, ses chaussures en cuir coûteuses perdant leur adhérence sur le plancher de bois franc. Il s'écrasa lourdement contre le buffet en chaîne contre le mur, faisant tomber des plats de service en cristal coûteux qui se brisèrent au sol en d'innombrables morceaux tranchants. Ebony saisit les revers de sa veste de costume sur mesure et commença à le secouer violemment, hurlant à plein poumon. Elle exigea de savoir comment il avait pu lui faire ça. Elle cria qu'elle lui avait donné les meilleures années de sa vie et qu'elle était censée être la femme d'un milliardaire. Même dans son moment de trahison ultime, son obsession absolue pour le statut et la richesse transparaissait à travers sa douleur atroce. Ma mère, Yvonne, sortit enfin de sa torpeur et courut autour de la table, saisissant Ebony par les épaules et essayant de l'éloigner de l'homme pathétique recroquevillé contre le mur. Preston réussit à repousser Ebony assez fort pour la faire trébucher dans les bras de ma mère. Il redressa sa veste ruinée, sa poitrine haletante, son visage couvert d'une sueur froide et paniquée. Il ressemblait à un rat acculé, cherchant frénétiquement une issue possible au piège. Il pointa un doigt tremblant directement vers moi. Sa voix craqua alors qu'il commençait à hurler à plein poumon, tentant la manœuvre de manipulation psychologique la plus pathétique et désespérée que j'ai jamais vue dans toute ma carrière professionnelle. Il cria que rien de tout cela n'était réel. Il hurla que j'avais fabriqué tout le dossier parce que j'étais une femme profondément jalouse et amère. Il regarda Calvin et le supplia d'écouter la raison. Il prétendit que parce que je travaillais dans la finance d'entreprise, j'avais exactement les compétences techniques nécessaires pour falsifier des relevés bancaires et engager des acteurs pour prendre de fausses photographies. Il cria que j'étais tellement obsédé par l'idée de ruiner son mariage parfait et de lui voler son entreprise que j'avais orchestré toute cette mise en scène élaborée juste pour l'humilier la veille de Noël. Il regarda Ebony, qui sanglotait de manière incontrôlable contre l'épaule de ma mère. Il lui dit que je la détestais parce qu'elle était belle et réussie et que j'essayais de détruire la seule bonne chose dans sa vie. Il dit qu'Isaiah n'était qu'un voyou de rue engagé prétendant être avocat pour m'aider à exécuter mon plan maléfique et vindicatif. C'était un spectacle spectaculaire de délire narcissique. Il se tenait littéralement dans une pièce entourée de preuves absolues et irréfutables de ses crimes financiers et conjugaux massifs, et sa seule défense était d'accuser la femme noire qu'il venait d'essayer d'expulser illégalement d'être un cerveau maléfique. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai même pas pris la peine de prononcer un seul mot. Je suis resté assis en bout de table, le menton posé sur mes mains jointes, et je l'ai regardé essayer désespérément de reconstruire son pathétique tissu de mensonges. J'ai regardé mon père, qui fixait toujours d'un air absent la photo de Preston et de sa maîtresse blanche. Calvin connaissait la vérité absolue. Il savait que je n'avais pas le pouvoir de pirater ses comptes bancaires privés pour montrer les dates et heures exactes auxquelles il avait transféré les 2 millions de dollars. Il savait que les cris frénétiques de Preston étaient le son pathétique d'un homme coupable se noyant dans ses propres conséquences. L'enfant prodige sanglotait sur le sol. Le fondateur technologique visionnaire était une fraude infidèle démasquée, et le fier patriarche était complètement ruiné. Mais la nuit était loin d'être terminée, et je n'en avais pas tout à fait fini de rendre ma propre forme de justice. Ma mère, Yvonne, ne parvenait pas à assimiler la réalité qui se déroulait dans ma salle à manger. Son cerveau refusait simplement d'accepter que son gendre riche et parfait était une imposture totale. Elle regarda Ebony, qui gémissait toujours sur le plancher, serrant ses genoux contre sa poitrine. Yvonne se pencha et saisit les épaules d'Ebony, la secouant violemment. Elle dit à Ebony d'arrêter de pleurer immédiatement et de se lever du sol parce qu'elle se couvrait de honte. Mais Ebony ne pouvait pas s'arrêter. La trahison était trop fraîche et trop profonde. Ebony répétait sans cesse le nom de l'influenceuse fitness, sa voix se brisant de pure agonie. Le bruit des pleurs désespérés d'Ebony finit par provoquer une rupture totale à l'intérieur de ma mère. Yvonne leva sa main droite et asséna une gifle cinglante directement sur la joue d'Ebony. Le craquement sonore résonna contre les murs, faisant taire ma sœur instantanément. Ebony eut un souffle coupé et regarda notre mère avec des yeux écarquillés et terrifiés, portant une main tremblante à son visage rougissant. Yvonne pointa un doigt vers sa fille préférée et lui dit d'agir comme une femme digne et élégante. Elle dit que les mariages réussis traversaient toujours des passes difficiles et qu'Ebony devait soutenir son mari au lieu de piquer une colère enfantine pour quelques photos imprimées truquées. C'était une démonstration horrifiante de traumatisme générationnel toxique. Ma mère était si désespérée de s'accrocher à l'illusion de la richesse et du statut qu'elle était prête à frapper physiquement son propre enfant juste pour maintenir les apparences. Yvonne détourna ensuite sa rage furieuse d'Ebony pour la diriger entièrement vers moi. Elle marcha vers mon bout de table,
ses talons au claquant agressivement contre le bois. Elle frappa la table de ses deux mains, se penchant vers moi, les yeux brûlants de haine pure. Elle exigea que je me lève et que je présente des excuses à Preston à l'instant même. Elle cria que j'étais allé beaucoup trop loin cette fois. Elle prétendit que ma jalousie mesquine avait officiellement franchi la ligne de la diffamation malveillante. Elle ignora complètement l'épaisse pile de relevés bancaires vérifiés et les rapports détaillés du détective privé posé à quelques centimètres d'elle. Dans son esprit tordu, il était beaucoup plus facile de croire que sa vieille fille avait orchestré une conspiration criminelle massive que d'admettre qu'elle avait été complètement dupée par un escroc au beau parler. Yvonne me dit que j'étais un déshonneur dégoûtant pour le nom de la famille. Elle dit que lorsqu'elle se rendrait à son country club la semaine prochaine, elle ne pourrait même pas regarder ses amis dans les yeux à cause des mensonges honteux que je répandais. J'ai trouvé absolument incroyable que sa préoccupation principale face à une ruine financière totale soit ce que les autres femmes riches du country club pourraient penser d'elle. Elle exigea qu'Isaiah quitte ma maison immédiatement et emporte ses documents falsifiés avec lui. Elle menaça d'appeler la police et de nous faire arrêter tous les deux pour harcèlement et abus émotionnels. Je n'ai pas bougé un seul muscle. Je l'ai juste regardé avec un regard calme et fixe. Je lui ai dit qu'elle pouvait gifler Iboni 100 fois et me hurler dessus jusqu'à ce que ses poumons lâchent, mais que cela ne changerait pas le solde des comptes bancaires de Calvin. Je lui ai dit que la banque se fichait de sa réputation au country club, et que la banque se fichait certainement de ses pathétiques délires. À la mention de la banque, j'ai regardé mon père, Calvin, s'enfoncer lentement dans la chaise la plus proche. Il bougeait comme un homme incroyablement vieux et frêle. Sa présence imposante d'autrefois avait complètement disparu. Il fixait d'un air absent la nappe blanche ruinée où le vin rouge renversé avait séché en une tache sombre et laide. Il était complètement paralysé. Le poids écrasant de sa réalité s'installait enfin dans ses os. Il avait passé sa vie entière à se constituer un pécule modeste et respectable. Il avait remboursé sa propre hypothèque et économisé pour sa retraite. Et puis il avait jeté chaque centime par la fenêtre dans une tentative désespérée et cupide de devenir millionnaire du jour au lendemain. Calvin regarda Preston. Preston était toujours recroquevillé contre le mur, refusant d'établir un contact visuel avec quiconque dans la pièce. Mon père réalisa dans ce moment d'agonie que son gendre prodige n'allait jamais le sauver. Preston ne l'avait jamais respecté. Preston n'avait vu qu'un vieil homme insensé et désespéré qui était incroyablement facile à manipuler. Calvin réalisa qu'il avait cédé sa propre maison pour financer un appartement terrasse de luxe à Miami pour une fille de 23 ans qu'il n'avait même jamais rencontrée. Il réalisa que le prêt commercial de 2 millions de dollars était entièrement sous sa responsabilité légale et que Preston n'avait absolument aucune intention de le rembourser. Mon père ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Il laissa simplement échapper un long soupir tremblant qui ressemblait à un râle de mort. Yvonne remarqua le désespoir absolu de Calvin et elle se précipita à ses côtés. Elle posa ses mains sur ses épaules et lui dit de ne pas écouter mes mensonges toxiques. Elle dit que Preston allait tout arranger et que l'introduction en bourse était toujours prévue. Elle supplia Calvin de se lever et de reprendre le contrôle de sa famille. Elle lui dit d'être un homme et de me mettre à la porte juste comme il l'avait prévu afin qu'il puisse vendre la propriété et assurer leur avenir. Mais Calvin ne pouvait pas se lever. Il secoua simplement la tête lentement, les yeux s'emplissant de larmes de profond regret et de terreur absolue. Il me regarda, assis en bout de table, nullement perturbé par leur panique. Il savait que j'étais la seule personne dans la pièce qui comprenait réellement le désastre financier complexe qu'il avait créé. Il savait que son bel enfant prodige sanglotait actuellement sur le sol en soignant une joue giflée et que son fils gendre génie visionnaire était un criminel infidèle fauché. La dissonance cognitive dans la pièce était étouffante. Ma mère niait agressivement la réalité. Ma sœur était complètement brisée par elle. Mon beau-frère essayait frénétiquement d'y échapper. Et mon père était complètement écrasé par son poids. Ils étaient entrés chez moi ce soir en s'attendant à m'intimider facilement pour me chasser de ma propriété. Ils s'étaient attendus à ce que je boucle mes valises en silence et disparaisse dans la nuit pour qu'ils puissent continuer à mener leur vie luxueuse et frauduleuse. Ils n'avaient jamais anticipé que je les piégerais dans une cage construite entièrement avec leurs propres mensonges et que je verrouillerais la porte juste derrière eux. Le silence dans la pièce était pesant, mais Preston ne supportait pas le calme. Il était toujours adossé au buffet ruiné, essuyant la sueur froide de son front. Il regarda ma mère, qui me hurlait toujours dessus, et il essaya de se ranger à son avis. Il bafouilla et dit que tout cela n'était qu'un problème temporaire de flux de trésorerie. Il dit à ma mère que s'il avait juste quelques semaines de plus,
il pourrait tout arranger. Il dit qu'il avait juste besoin d'un petit prêt relais parce que ses comptes bancaires principaux étaient actuellement à découvert et complètement vides. Le mot vide resta suspendu dans l'air et sembla résonner contre les murs. Mon père Calvin releva brusquement la tête de la table. Ses yeux étaient écarquillés et remplis d'une réalisation terrifiante. Il regarda Preston et répéta le mot vide. Il demanda à Preston comment un compte bancaire avec un dépôt de 2 millions de dollars pouvait être complètement vide en seulement 3 mois. Preston réalisa immédiatement son erreur massive. Il essaya de faire marche arrière. Il agita les mains et prétendit que les fonds étaient simplement bloqués dans des actifs numériques illiquides et des comptes séquestres offshore. Mais le mensonge était incroyablement faible et sa voix tremblait. Isaiah intervint et rappela fermement à mon père que le rapport d'expertise avait déjà confirmé qu'il n'y avait aucun compte séquestre offshore. Isaiah déclara haut et fort que les comptes étaient débiteurs et que la banque s'apprêtait déjà à envoyer les dossiers au contentieux. Calvin laissa échapper un gémissement fort et agonisant qui ressemblait à celui d'un animal mourant. Il saisit les bords de la table de salle à manger si fort que ses articulations devinrent complètement blanches. Il regarda autour de la pièce avec des yeux sauvages et paniqués. Il commença à hyperventiler et à se parler rapidement à lui-même. Il dit que le prêt commercial exigeait un paiement mensuel massif qui arrivait à échéance la semaine prochaine. Il dit qu'il n'avait pas les liquidités pour effectuer le paiement. Il regarda ma mère, Yvonne, et lui dit que s'il manquait le paiement, la banque lancerait une saisie immédiate. Yvonne s'arrêta de hurler, et son visage se décomposa totalement. Elle demanda à Calvin ce qu'il voulait dire par saisie. Elle lui demanda s'ils allaient perdre leur maison. Calvin hocha la tête, tout son corps tremblant violemment. Il lui dit qu'il avait mis en garantie leur résidence principale et ma maison pour garantir le prêt commercial. Il dit que la banque prendrait tout. Il serait complètement sans abri et en faillite avant la fin du nouvel an. La réalité de la situation frappa enfin ma mère. Elle laissa échapper un cri strident et se prit la poitrine. Elle regarda Preston et le traita de monstre et de voleur. Elle abandonna son gendre prodige en un instant. L'homme qu'elle venait d'appeler une bénédiction du ciel était maintenant l'architecte de sa destruction absolue. Ebony se remit à gémir, pleurant sur le fait qu'elle allait être une femme sans abri et divorcée avant même d'avoir 30 ans. La belle famille parfaite était en train de se déchirer complètement sous mes yeux. Et puis mon père fit la chose la plus écœurante et hypocrite dont j'ai jamais été témoin. Il tourna lentement la tête et me regarda directement. Son personnage de patriarche colérique et autoritaire disparut complètement. Il affaissa ses épaules et adoucit l'expression de son visage, essayant de ressembler à un père aimant et désespéré. Il recula sa chaise et marcha lentement vers le bout de la table où j'étais assise. Il tendit la main et essaya de poser sa main tremblante sur les miennes, mais je les retirai rapidement. Il ne laissa pas ce rejet l'arrêter. Il me regarda avec des larmes coulant sur son visage, et sa voix prit un ton de supplication pathétique. Il me dit qu'il savait que j'avais un emploi en entreprise très bien payé. Il dit qu'il savait que je menais une vie très frugale et que je devais avoir une quantité massive d'épargne personnelle et d'investissements boursiers. Je le fixais, complètement sidéré par son changement soudain d'attitude. Il y a moins d'une heure, il faisait glisser un faux avis d'expulsion sur cette même table, me disant de boucler mes valises et de sortir de ma propre maison. Il y a moins d'une heure, il me traitait de vieille fille amère et jalouse et me disait que j'étais un déshonneur pour le nom de la famille. Maintenant, il se tenait devant moi, la tête baissée, implorant ma clémence financière. Calvin me dit que la famille se serre toujours les coudes en temps de crise. Il utilisa réellement ces mots exacts. Il dit que le sang était plus épais que l'eau et que nous devions nous unir pour protéger l'héritage familial. Il me supplia de liquider mes portefeuilles d'investissement personnel et de vider mes comptes d'épargne pour rembourser le prêt commercial de 2 millions de dollars. Il me dit que j'étais la seule personne assez intelligente et assez riche pour les sauver de la ruine totale. Il alla même plus loin et suggéra que je pourrais facilement contracter des prêts personnels sur mes propres comptes de retraite pour aider à couvrir la dette massive. Il argua que j'étais encore jeune et que j'avais tout le temps de reconstruire ma richesse, alors qu'il était un vieil homme qui ne pourrait pas survivre à une faillite publique. Ma mère se précipita soudainement et se tint juste à côté de Calvin. Elle oublia complètement qu'elle venait de menacer de me faire arrêter. Elle afficha un faux sourire chaleureux qui me souleva l'estomac. Yvonne me dit qu'elle avait toujours su que j'étais la fille forte et fiable. Elle dit que si Ebony était l'âme créative de la famille, j'étais le roc solide sur lequel il pouvait toujours compter.
Elle me supplia d'aider mon père parce que ses problèmes cardiaques ne pourraient pas supporter le stress d'un scandale financier massif. Elle dit qu'en tant que fille aînée, c'était mon devoir ultime de sacrifier mon confort pour garder un toit au-dessus de leur tête. Ebony arrêta même de pleurer assez longtemps pour me regarder avec des yeux pleins d'espoir et pathétiques. Elle me dit que si je remboursais la dette, elle me pardonnerait d'avoir été si méchante avec Preston ce soir. Elle dit qu'elle me laisserait même garder ma chambre principale et ne la transformerait pas en son dressing. Le délire pur était absolument stupéfiant. Il m'offrait le grand privilège de faire une faillite complète pour les sauver. Et il s'attendait à ce que je sois entièrement reconnaissante de l'opportunité de gagner enfin leur amour et leur approbation. Il voulait que je sacrifie toutes mes économies, mes fonds de retraite et mon indépendance financière durement gagnée pour nettoyer le désastre massif qu'ils avaient créé en essayant d'impressionner un escroc blanc de bas étage. Il voulait que je rachète la maison même qu'ils venaient d'essayer de me voler en utilisant mon propre argent. Je les regardais tous les trois debout là, unis dans leur cupidité parasitaire absolue. Ils n'étaient pas une famille. Ils étaient une meute de sangsues désespérés cherchant un nouvel hôte à vider complètement. J'ai regardé Isaiah, qui se tenait tranquillement près du mur, observant l'incroyable audace de mes parents. Il croisa mon regard et me fit un tout petit signe de tête subtil. Il savait exactement ce que j'allais faire. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis préparé à porter le coup final absolu qui effacerait ces regards pathétiques et pleins d'espoir de leur visage pour toujours. J'ai lentement tendu la main et enroulé mes doigts autour de la fine tige en cristal de mon verre de vin. Je l'ai porté à mes lèvres et j'ai pris une gorgée très lente et délibérée du liquide rouge foncé. Je l'ai avalé, sentant la chaleur descendre dans ma gorge tandis que 4 paires d'yeux désespérés et terrifiés suivaient chacun de mes mouvements. J'ai reposé le verre sur la table en acajou avec un bruit sourd et léger. J'ai laissé le silence atroce s'étirer pendant encore 10 secondes, les laissant mijoter dans leur attente pathétique et pleine d'espoir. Puis j'ai regardé directement mon père, Calvin, dans les yeux, et j'ai gardé ma voix incroyablement douce, mais glaciale. Je lui ai dit non. J'ai dit que je ne donnerais pas un seul centime de mon argent durement gagné à cette famille. La mâchoire de Calvin se décrocha et son visage se décomposa comme un sac en papier dégonflé. Il me demanda ce que je voulais dire par non. Il répéta le mot comme s'il s'agissait d'un concept étranger complexe qu'il ne pouvait absolument pas comprendre. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur la table et joignant mes mains. Je lui ai dit que je pensais exactement ce que j'avais dit. Je n'allais pas liquider mes portefeuilles d'actions. Je n'allais pas vider mes comptes de retraite. Je n'allais pas contracter de prêt personnel pour rembourser une dette commerciale massive qu'il avait sottement contractée pour financer son gendre infidèle et frauduleux. Yvonne laissa échapper un hoquet dramatique et frappa sa main contre le dossier de la chaise en bois de Calvin. Elle exigea de savoir comment je pouvais être si incroyablement sans cœur et cruel. Elle dit que je regardais ma propre famille se noyer dans l'océan et que je refusais activement de leur lancer une bouée de sauvetage. Je l'ai regardé et j'ai souri d'un sourire très mince et absolument sans humour. J'ai rappelé à ma mère qu'il y a exactement 1 heure, c'était eux qui essayaient activement de me maintenir la tête sous l'eau. J'ai pointé un doigt ferme vers le centre de la table, où l'épaisse enveloppe marron trônait encore lourdement sur leur pathétique faux avis d'expulsion. J'ai rappelé à mon père qu'il y a tout juste 60 petites minutes, il se vantait fièrement de sa brillante décision exécutive de me jeter dehors dans la neige glaciale le soir de Noël. J'ai regardé Ebony, qui était toujours assise misérablement sur le parquet, et je lui ai rappelé qu'il y a moins d'1 heure, elle jetait violemment mes vêtements coûteux hors de mon placard, revendiquant mon sanctuaire privé pour sa garde-robe imaginaire. J'ai regardé à nouveau ma mère et je lui ai rappelé qu'elle venait de me traiter de vieille fille amère et jalouse et m'avait dit que j'étais un déshonneur complet pour le nom de la famille. Je leur ai demandé comment ils pouvaient espérer que je sauve une famille qui avait passé la soirée entière à me traiter comme un déchet jetable, faisant obstacle à leur fausse ascension royale. Le visage d'Yvonne se tordit en un masque hideux de rage pure et non frelatée. Le faux sourire maternel chaleureux qu'elle s'était plaqué quelques instants plus tôt fondit complètement, révélant la femme vicieuse et toxique qu'elle était au fond. Elle réalisa que sa pathétique manipulation émotionnelle n'allait plus fonctionner sur moi. Alors, elle a immédiatement eu recours à son arme préférée, qui était l'intimidation agressive aveugle. Elle s'est éloignée de Calvin et a pointé un doigt manucuré tremblant directement vers mon visage. Elle a hurlé que si je ne transférais pas l'argent pour sauver leur maison à l'instant même, elle me renierait officiellement. Elle a dit que je ne serais plus considérée comme sa fille et que je serais complètement morte pour elle à jamais. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a menacé de détruire complètement ma réputation personnelle et professionnelle dans notre communauté aisée.
Elle a dit qu'elle irait à son club de pays exclusif, à notre église et à chaque événement social de vacances pour dire à tout le monde que j'étais un monstre maléfique et égoïste qui avait intentionnellement laissé ses parents âgés faire faillite. Elle a promis de faire de moi une paria sociale totale. Elle a hurlé que personne ne voudrait jamais être associé à une fille qui abandonnait sa propre chair et son sang dans leur heure de besoin la plus sombre. Elle respirait lourdement, sa poitrine haletante alors qu'elle lançait son ultimatum, s'attendant pleinement à ce que je me lamente de peur et que je lui livre immédiatement mes comptes bancaires pour protéger mon rang social. J'ai fixé son visage rouge et en colère pendant un long moment, absorbant l'absurdité absolue de ses menaces, puis j'ai commencé à rire. Ce n'était pas un petit rire poli ou un petit ricanement nerveux. C'était un rire profond et sincère qui bouillonnait du plus profond de ma poitrine et résonnait bruyamment dans toute la salle à manger. J'ai ri si fort que j'ai dû essuyer une petite larme au coin de mon œil. Yvonne restait là, complètement stupéfaite, ses bras toujours tendus et son doigt toujours pointé vers moi. Elle m'a demandé ce qui était si drôle et a exigé que j'arrête de me moquer d'elle immédiatement. J'ai pris une profonde inspiration pour calmer ma respiration et je l'ai regardée droit dans les yeux. Je lui ai demandé pourquoi elle pensait que je pourrais me soucier d'être renié par une famille qui était complètement en faillite morale et financière. Je lui ai dit qu'être renié par un groupe de menteurs avides et superficiels n'était pas une punition, mais une bénédiction absolue. Je lui ai dit qu'elle me rendait un immense service en coupant enfin le cordon ombilical toxique que j'aurais dû trancher il y a 10 ans. Ensuite, j'ai abordé sa pathétique menace de ruiner ma réputation. J'ai gardé ma voix parfaitement calme et analytique, décomposant son délire pièce par pièce. J'ai expliqué à ma mère comment le monde réel fonctionne réellement. Je lui ai dit que les femmes riches de son club de pays exclusifs ne se souciaient pas vraiment d'elle. J'ai dit qu'elle ne la tolérait que parce qu'elle organisait des fêtes coûteuses et portait des vêtements de créateurs. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait que ces femmes incroyablement portées sur le jugement allaient faire quand la banque saisirait officiellement sa maison et que son nom serait publié dans les registres publics locaux de faillite. J'ai peint un tableau très vif pour elle. Je lui ai dit que d'ici la fin janvier, elle ne serait même plus autorisée à franchir les portes d'entrée du club de pays parce qu'elle ne pourrait plus payer les cotisations mensuelles onéreuses. Je lui ai dit que ses faux amis l'ignoreraient complètement. À la seconde exacte où il réaliserait qu'elle était ruinée. J'ai expliqué qu'elle n'aurait plus de communauté pour ruiner ma réputation. Tout le monde saurait que son gendre en or était un escroc de bas étage qui dépensait son argent pour une influenceuse fitness blanche à Miami. Tout le monde saurait que Calvin avait dilapidé toute leur retraite dans une fausse entreprise technologique. J'ai vu la prise de conscience frapper ma mère comme un coup physique à l'estomac. Ses bras sont retombés lentement à ses côtés. La réalité de son humiliation publique imminente était bien plus terrifiante pour elle que la perte réelle de sa maison. Elle se souciait plus de ce que les étrangers pensaient d'elle que de sa propre fille. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais elle n'avait absolument plus rien à dire. Son ultime menace était complètement vide et dénuée de sens, et je venais de l'exposer à la lumière crue et aveuglante de la vérité. Calvin a posé sa tête sur la table de la salle à manger et a commencé à sangloter doucement, ses larges épaules tremblant de défaite. Ebony était assise par terre, fixant le mur d'un regard vide, complètement catatonique et détruite par son mariage ruiné. Preston était toujours recroquevillé contre la table du buffet dévasté, ressemblant à un rat terrifié attendant l'exterminateur. Il n'avait absolument plus rien pour me menacer. Il n'avait aucun levier, pas d'argent et aucun pouvoir sur mes émotions. Ils étaient complètement et totalement vaincus. Mais le grand final de ma vengeance attendait encore dans les coulisses. J'ai regardé Isaiah, qui observait cette belle destruction avec un sourire satisfait sur le visage. Je lui ai fait un petit signe de tête, signalant qu'il était enfin temps de lâcher la charge ultime et d'oblitérer complètement les infimes fragments d'espoir qu'il leur restait. Je me suis levé lentement de ma chaise, lissant le devant de ma robe avec des mains parfaitement stables. L'action physique simple a capté toute l'attention de la pièce. Ma mère a cessé de chercher sa prochaine insulte, et mon père a essuyé son visage d'une main tremblante, me regardant avec des yeux épuisés et désespérés. Je leur ai dit que puisqu'ils avaient passé toute la soirée à me faire la leçon sur la stratégie de richesse et la construction d'un héritage, il était enfin temps que nous ayons une vraie conversation sur la façon dont le monde financier opère réellement. J'ai exigé le silence total. J'ai regardé Yvonne et je lui ai dit que si elle m'interrompait ne serait-ce qu'une fois, je demanderais à Isaiah d'appeler immédiatement le commissariat local pour signaler la fraude se déroulant sous mon toit. Elle a serré sa bouche si fort que ses lèvres sont devenues entièrement blanches. J'ai marché lentement autour de la table de la salle à manger, mes talons claquant doucement contre le parquet.
Je me suis arrêté derrière la chaise de Calvin, posant mes mains légèrement sur le dossier en bois. Je leur ai dit que pendant les 12 dernières années, ils s'étaient joyeusement moqués de ma carrière. J'ai rappelé à ma mère qu'elle m'avait traité de simple comptable plus tôt ce soir. J'ai rappelé à mon père qu'il avait dit que je ne faisais que manipuler des chiffres sur un tableur et que je manquais de vision pour comprendre la réelle construction d'un empire. J'ai regardé Preston, qui se pressait toujours contre le mur, et je lui ai rappelé qu'il m'avait méprisé en me traitant de recrue issue de la diversité de niveau moyen qui ne pourrait jamais comprendre la finance d'élite. J'ai laissé échapper une inspiration lente et régulière et je me suis formellement présenté à ma propre famille. Je leur ai dit que je n'étais pas une petite comptable. Je ne gérais pas les chéquiers des quincailleries locales. Je leur ai dit que mon titre officiel était directrice principale de l'acquisition de dettes en difficulté pour Golden Asset Management. C'était l'une des sociétés de capital investissement les plus importantes et les plus agressives de Wall Street. Je gérais un portefeuille valant plus de 4 milliards de dollars. Je me spécialisais dans l'identification, l'achat et le démantèlement complet de passifs commerciaux fortement endettés. En termes simples, mon travail quotidien consistait à détruire complètement la vie d'hommes arrogants et insensés qui empruntaient de l'argent qu'ils ne pourraient jamais rembourser. La pièce est restée absolument silencieuse, mais l'atmosphère a radicalement changé. Une terreur froide et lourde a commencé à envahir le visage de nos parents. Ils ne saisissaient pas pleinement la terminologie d'entreprise incroyablement complexe que j'utilisais, mais le pouvoir calme et absolu de ma voix les terrifiait. Ils ont réalisé que la fille qu'ils avaient traitée comme une paysanne naïve nageait en réalité dans des eaux financières si profondes et si sombres qu'ils ne pouvaient même pas en imaginer le fond. Je me suis dirigé vers la table du buffet et j'ai ramassé l'un des rares verres en cristal qui avait survécu au carnage d'Ibony. Je me suis versé un peu d'eau et j'ai pris une gorgée, laissant le suspense monter. Je me suis tourné vers mon père et j'ai expliqué exactement comment fonctionne un prêt commercial de cette ampleur. Je lui ai dit que lorsqu'un individu entre dans une banque et emprunte 2 millions de dollars en utilisant plusieurs propriétés résidentielles comme garantie, la banque ne veut pas réellement conserver ce risque massif. J'ai expliqué que lorsqu'un prêt entre en défaut de paiement grave, ce qui signifie que le compte est complètement vidé et que les paiements ne sont pas effectués, la banque le catégorise immédiatement comme une dette en difficulté. J'ai vu les yeux de Calvin s'écarquiller d'une horreur pure. Sa respiration est redevenue irrégulière. Il commençait enfin à comprendre la portée terrifiante du mécanisme financier qu'il avait aveuglément déclenché. J'ai expliqué que les grandes banques n'aiment pas s'occuper du processus complexe et coûteux de la saisie. Au lieu de cela, elles regroupent ces mauvais prêts et les revendent avec une forte remise à d'énormes sociétés de capital investissement. Des sociétés exactement comme la mienne. Je lui ai dit que ces sociétés de capital investissement se spécialisent dans le recouvrement agressif d'actifs. Nous ne négocions pas. Nous ne proposons pas de plan de paiement. Nous intervenons, saisissons légalement la garantie et la liquidons immédiatement pour un profit massif. Ibony a enfin retrouvé sa voix. Elle était toujours assise par terre, serrant ses genoux. Sa voix était faible et tremblante. Elle m'a demandé pourquoi je leur racontais toutes ces choses déroutantes. Elle a demandé si j'essayais de leur donner une leçon sur la prudence avec l'argent avant d'accepter de les aider. Le niveau de son optimisme désespéré était en fait pathétique. Elle croyait encore sincèrement qu'après avoir exposé mon pouvoir, j'allais faire demi-tour et leur signer un chèque énorme pour sauver son faux mariage. Je l'ai regardée et j'ai souri d'un sourire très triste et incroyablement froid. Je lui ai dit que je ne donnais pas une leçon. Je leur donnais le contexte exact dont ils avaient besoin pour comprendre l'exécution qui allait avoir lieu. J'ai regardé mon père qui agrippait maintenant les accoudoirs de sa chaise si fort que ses articulations étaient complètement blanches. J'ai dit à Calvin qu'un portefeuille très intéressant de dettes commerciales en difficulté était arrivé sur mon bureau à la fin de la semaine dernière. J'ai dit que ma société avait acheté un ensemble massif de prêts en défaut de la part de la banque privée exacte qu'il avait utilisé pour garantir ses 2 millions de dollars. Yvonne a eu un hoquet sonore, couvrant sa bouche des deux mains. Elle a regardé Calvin puis m'a regardé, les yeux écarquillés par une compréhension soudaine et terrifiante. Elle a bégayé, me demandant si mon entreprise possédait leurs prêts. Elle a demandé si cela signifiait que je pouvais parler à mon patron et leur obtenir un délai ou convaincre la société d'annuler la dette entièrement parce que j'étais directrice principale. J'ai pris une autre gorgée d'eau lente. J'ai secoué la tête et j'ai dit à ma mère qu'elle ne comprenait toujours pas comment tout cela fonctionnait. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de parler à mon patron. Je lui ai dit que c'était moi qui avais personnellement approuvé l'acquisition de ce portefeuille de dettes spécifiques.
C'était moi qui avais analysé le risque et c'était moi qui avais signé les documents d'autorisation finaux. Le silence pesant et redoutable est revenu, écrasant l'air restant dans la pièce. Ils me regardaient comme si j'étais une parfaite étrangère, comme si j'étais un être extraterrestre qu'ils n'avaient jamais rencontré auparavant. Ils avaient passé toute leur vie à essayer d'asseoir une domination totale sur moi. Et en l'espace de 5 minutes, j'avais systématiquement prouvé que je tenais toute leur existence dans la paume de ma main. Et j'étais enfin prête à l'écraser complètement. J'ai laissé la réalité de mes paroles planer dans l'air de la salle à manger, les laissant digérer lentement l'ampleur de ce que je disais. Les lumières festives de l'énorme sapin de Noël dans le coin de la pièce clignotaient joyeusement, projetant des ombres alternées rouges et vertes sur le visage pâle et terrifié de mon père. L'odeur du canard rôti coûteux et du vin rouge renversé remplissait la pièce, créant un arôme d'une douceur écœurante qui contrastait violemment avec le destin absolu qui s'installait sur la table. J'ai regardé mon père, Calvin, dont le visage avait pris une teinte malsaine de cendre et de gris. Je lui ai dit que l'industrie bancaire est en fait un petit monde très interconnecté, surtout lorsqu'il s'agit de dettes commerciales massives et en difficulté. J'ai expliqué que lorsqu'il avait manqué son premier paiement massif le mois dernier, sa banque privée avait immédiatement marqué son compte comme étant hautement toxique. Il ne voulait pas de la responsabilité d'un prêt de 2 millions de dollars en défaut de paiement, plombant leur rapport de résultats trimestriels. Alors, ils ont regroupé son prêt avec des dizaines d'autres comptes défaillants et ont discrètement offert l'ensemble du paquet à des acheteurs de capital investissement. J'ai fait un pas envers mon père, le regardant alors qu'il était assis complètement paralysé sur sa chaise. Je lui ai dit que lorsque le dossier numérique de ce portefeuille de dette spécifique était arrivé sur mon bureau, j'avais immédiatement reconnu le nom de la banque d'origine. Je lui ai dit que j'avais personnellement ouvert le dossier et commencé à lire la liste des débiteurs en défaut. J'ai décrit le moment exact où j'avais vu son nom, Calvin, imprimé en lettres noires grâce à côté d'une dette massive de 2 millions de dollars. J'ai vu l'adresse légale de la belle maison dans laquelle nous nous trouvions actuellement. Et juste en dessous, j'ai vu l'adresse légale de sa propre maison, la maison où j'ai grandi. La maison que ma mère avait passé des décennies à décorer pour impressionner ses faux amis du club de pays. Ma mère, Yvonne, a laissé échapper un petit gémissement sourd comme un animal blessé, mais elle ne pouvait former aucun mot réel. Elle était complètement piégée dans l'horreur de mon récit. Je leur ai dit que la procédure standard de l'entreprise exigerait que je signale un conflit d'intérêts et que je remette le dossier à un autre directeur principal. J'ai souri d'un sourire froid et impitoyable et je leur ai dit que je n'avais rien fait de tel. Au lieu de cela, j'avais agressivement poussé ma société à acquérir ce portefeuille spécifique. J'avais utilisé mon autorité exécutive pour m'assurer que nous achetions sa dette pour une bouchée de pain. Et une fois l'acquisition légalement finalisée, j'avais personnellement assigné son dossier à ma propre file de gestion directe. Calvin m'a regardé, les yeux injectés de sang et remplis d'une terreur absolue. Il secouait la tête d'un lent mouvement de déni, comme si ce mouvement physique pouvait d'une manière ou d'une autre annuler la réalité que je décrivais. Je me suis penché, posant mes 2 mains à plat sur la table en acajou juste à côté de son assiette vide. Je l'ai regardé droit dans les yeux, dépouillant complètement toute illusion restante de son autorité patriarcale. Je lui ai dit d'une voix aussi froide et dure que de la glace solide qu'il ne pouvait pas m'expulser. Je lui ai dit que son morceau de papier bon marché ne signifiait absolument rien. Je lui ai dit qu'à cause de sa propre cupidité et de son besoin désespéré d'impressionner un homme blanc frauduleux, il avait cédé chaque actif qu'il possédait. J'ai fait une brève pause pour m'assurer qu'il entendait mes mots suivants avec une clarté cristalline absolue. Je lui ai dit qu'en ce moment même, à cet instant précis, je suis votre créancière. Je détiens la dette légale sur cette maison ainsi que sur la vôtre. Les mots l'ont frappé avec la force d'un train de marchandises lancé à pleine vitesse. Le puissant patriarche, l'homme qui avait passé toute ma vie à me faire sentir petite et insignifiante, a laissé échapper un sanglot déchirant et a enfoui son visage dans ses mains. Il pleurait ouvertement, pleurant sa fierté perdue, sa richesse perdue et son héritage complètement ruiné. Il comprenait enfin l'ironie absolument terrifiante de sa situation. Il avait marché dans ma maison la veille de Noël, avec l'intention d'afficher son pouvoir et de jeter sa propre fille dans les rues enneigées. Mais il n'était pas le propriétaire. Il n'était qu'un débiteur en défaut de paiement, assis à la merci absolue de la cadre supérieure qui possédait désormais toute sa vie. Yvonne s'est effondrée sur sa chaise, ses jambes ayant fini par céder sous elle. Elle fixait le plafond avec des yeux écarquillés et fixes, marmonnant pour elle-même des choses sur le club de pays et ses meubles coûteux. Elle réalisait que tout ce qu'elle avait jamais valorisé, toute son identité superficielle,
venait d'être légalement acquis par la fille qu'elle avait sans relâche et émotionnellement maltraitée. Elle réalisait que j'avais l'autorité légale de saisir sa maison et de la vendre au plus offrant sans une once d'hésitation. C'est elle qui ferait ses bagages, pas moi. Ebony était assise par terre, me regardant avec une expression complètement vide. L'enfant prodige voyait enfin le monde réel. Elle voyait que sa beauté et ses abonnés sur les réseaux sociaux ne pouvaient pas la sauver d'une dévastation financière absolue. Elle voyait que la sœur qu'elle avait intimidée et moquée toute sa vie était en fait un titan de l'industrie qui possédait le pouvoir de les rendre tous sans abri d'une seule signature. Le choc psychologique pur l'avait rendue complètement muette. Preston était totalement silencieux, pressant toujours son dos contre le mur. Il savait qu'il valait mieux ne pas parler. Il savait que je l'avais complètement surpassé à tous les niveaux concevables. Il avait essayé de voler ma maison en utilisant la cupidité de mon père, mais il était tombé accidentellement dans un piège massif conçu par une femme dont le métier était de démanteler les fraudes. Je me suis redressé, dominant complètement les ruines brisées de ma famille. J'avais pris leur pire trahison et je l'avais transformée en l'arme ultime de ma propre libération. Mais je n'avais pas encore fini. J'ai regardé Isaiah et je lui ai fait signe qu'il était temps de laisser les autorités nettoyer le reste des ordures. Un désespoir absolu a inondé la salle à manger, balayant toute trace persistante du sentiment de supériorité arrogant de ma famille. L'ampleur de leur ruine imminente finissait par les étouffer. Mon père Calvin a glissé de sa chaise et s'est laissé tomber lourdement à genoux, là même sur le parquet. C'était un homme brisé, complètement dépouillé de sa dignité. Il a tendu la main et a saisi l'ourlet de mi-robe, ses larmes tachant le tissu coûteux. Il m'a supplié d'avoir pitié. Il a sangloté et plaidé, me demandant de lui pardonner d'être un vieil homme stupide et cupide. Il m'a dit qu'il était tellement désolé pour la façon dont il m'avait traité pendant toutes ces années. Mais ses excuses étaient complètement vides. Il n'était pas désolé d'avoir été un père terrible. Il était seulement désolé d'avoir accidentellement remis tout son pouvoir à la fille même qu'il avait toujours méprisée. Ma mère, Yvonne, l'a rejoint sur le sol, tombant à genoux et joignant ses mains comme si elle priait une divinité. Son maquillage était complètement ruiné. Du mascara noir coulait sur son visage, la faisant ressembler à un clown tragique. Elle gémissait bruyamment, me suppliant de ne pas lui enlever sa maison. Elle a promis qu'elle changerait. Elle a promis qu'elle serait une meilleure mère et que nous pourrions faire une thérapie familiale. Elle a même promis de jeter Ebony dehors et de faire de moi l'enfant préféré. C'était pathétique et nauséabond de la voir marchander son affection maternelle, proposant de rejeter ma sœur juste pour sauver son précieux statut social. J'ai reculé doucement, dégageant le tissu de ma robe de l'emprise désespérée de mon père. Je les ai regardés et je n'ai absolument rien ressenti. Le puits de mon empathie était complètement tari, ne laissant place qu'à une justice froide et dure. Alors que mes parents étaient occupés à s'humilier sur le sol, j'ai remarqué un léger mouvement du coin de l'œil. Preston s'était lentement détaché du mur et essayait de se diriger discrètement vers le couloir qui menait à la cuisine et à la porte arrière. Il avançait avec des pas lents et exagérés, essayant de ne pas faire un seul bruit. Il pensait pouvoir simplement s'éclipser dans la nuit glaciale et disparaître, laissant ma famille gérer le désastre financier catastrophique qu'il avait créé. Je n'ai pas bougé pour l'arrêter. J'ai juste observé sa pathétique tentative de s'échapper. Isaiah, qui se tenait toujours près de l'entrée de la salle à manger, a laissé échapper un rire bas et profond. Le son a figé Preston sur place. Isaiah a nonchalamment levé la main et a touché une petite oreillette discrète cachée dans son oreille droite. Il a parlé clairement dans un minuscule microphone clipsé à son revers, déclarant que le suspect tentait de fuir par la sortie arrière. Preston a poussé un cri de panique et a complètement abandonné sa retraite furtive. Il s'était lancé vers le couloir, sprintant aussi vite qu'il le pouvait dans ses chaussures en cuir coûteuses. Mais il n'a même pas atteint la cuisine. Les lourdes portes d'entrée en chêne de ma maison ont été soudainement projetées avec une force immense, frappant le mur avec un claquement fort et terrifiant. Une rafale de vent d'hiver glacial et de neige s'est engouffrée dans le foyer, suivie immédiatement par les bottes lourdes de 4 policiers en uniforme et de 2 inspecteurs en civil. Les agents ont déferlé dans la maison, leurs lampes de poche perçant l'éclairage tamisé. Ils ont crié des ordres clairs et autoritaires, exigeant que tout le monde se fige et garde les mains visibles. Preston a essayé de changer de direction et de plonger vers le salon, mais un agent imposant et musclé l'a plaqué violemment au sol. Le visage de Preston a frappé durement le parquet, son nez saignant instantanément. L'agent a immobilisé ses bras derrière son dos,
et le clic métallique sec des menottes a résonné bruyamment au-dessus des cris de panique de mes parents. Ebony a bondi du sol, complètement hystérique. Elle a essayé de courir vers Preston, mais un autre agent s'est interposé, levant la main pour l'arrêter. Elle a hurlé, demandant ce qu'il faisait et pourquoi il faisait du mal à son mari. L'un des inspecteurs en civil est entré calmement dans la salle à manger, sortant un morceau de papier plié de la poche de sa veste. Il n'a pas crié. Sa voix était calme et professionnelle alors qu'il annonçait formellement les accusations. Il a déclaré que Preston était placé en état d'arrestation pour plusieurs chefs d'accusation de fraude électronique fédérale, d'exploitation financière massive et de blanchiment d'argent. Il a expliqué que mon équipe chez Golden Asset Management n'avait pas seulement acheté la dette. Nous avions également signalé légalement les transferts offshore incroyablement suspects et remis l'intégralité de notre dossier médico-légal aux autorités fédérales plus tôt cet après-midi. L'inspecteur a regardé Preston, qui sanglotait et saignait actuellement sur le sol, luttant faiblement contre ses menottes. Il a lu ses droits à Preston, sa voix résonnant avec une finalité absolue. Calvin et Yvonne ont cessé de pleurer un instant, complètement abasourdis par l'invasion soudaine et violente des forces de l'ordre. Ils ont regardé le gendre en or, l'homme sur lequel ils avaient misé toute leur vie, être traîné agressivement sur ses pieds par deux agents de police costauds. Preston avait l'air absolument pathétique. Son costume sur mesure était déchiré et taché. Son visage était couvert de bleu. Et il bafouillait de manière incohérente, disant que tout cela n'était qu'un gros malentendu. Il a regardé Ebony, la suppliant d'appeler un avocat. Mais Ebony s'est contentée de s'éloigner de lui, secouant la tête avec une répulsion totale. Les agents ont emmené Preston hors de la salle à manger, le traînant à travers le foyer et par la porte d'entrée dans la nuit froide et enneigée. Les gyrophares rouges et bleus des voitures de police illuminaient les grandes fenêtres, projetant des ombres étranges à travers la pièce. L'inspecteur en civil s'est attardé un moment, regardant mon père, qui était toujours à genoux sur le sol. L'inspecteur a informé Calvin que son nom étant étroitement lié au prêt commercial frauduleux, il recevrait très bientôt une assignation formelle à témoigner devant un tribunal fédéral. Il a conseillé à mon père de prendre un très bon avocat de la défense pénale. Les portes d'entrée se sont finalement refermées, bloquant le vent glacial et les lumières des gyrophares. Le silence qui est retombé sur la maison cette fois-ci était totalement différent. C'était le silence de la destruction totale et absolue. La grande illusion avait été violemment brisée, et la réalité brutale avait officiellement pris sa place. Ma famille était assise dans les ruines de sa propre création, complètement dépouillée de sa richesse, de sa fierté et de son garçon en or. Je les ai regardés tous les trois, anéantis sur le sol, et je me suis préparé à délivrer mon dernier message de départ. J'ai glissé ma main dans la poche de mon blazer et j'en ai sorti un document bien net, plié formellement. Je me suis approché de la table de la salle à manger et je l'ai posé délicatement sur la nappe blanche dévastée. Je l'ai fait glisser sur le bois lisse jusqu'à ce qu'il s'arrête juste devant mon père. J'ai dit à Calvin que contrairement à son papier falsifié bon marché, ce document était entièrement contraignant sur le plan juridique. C'était un avis officiel de saisie rédigé par les meilleurs avocats immobiliers de ma société et tamponné par un juge fédéral. Je l'ai regardé et j'ai gardé ma voix parfaitement stable et dénuée de toute émotion. Je lui ai dit qu'il avait exactement 3 jours pour emballer les quelques effets personnels qui lui restaient dans ma maison et partir. Je lui ai ensuite dit qu'il avait exactement 30 jours pour évacuer complètement sa propre propriété avant que la banque n'envoie une équipe pour changer les serrures et jeter ses meubles sur le trottoir. Calvin a fixé le papier comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Il ne l'a pas saisi. Il n'a pas dit un seul mot. Il s'est juste relevé lentement du parquet, en s'aidant du bord de la table. Il avait l'air incroyablement vieux et fragile, complètement dépouillé du pouvoir patriarcal arrogant qu'il avait manié comme une arme toute sa vie. Il a regardé ma mère, Yvonne, qui était toujours assise par terre, fixant le mur d'un regard vide. Il lui a dit doucement qu'il était temps de partir. Yvonne n'a pas discuté. Elle n'a plus crié ni proféré de menaces concernant ses amis du club de pays. Elle a simplement hoché la tête en silence et a laissé Calvin l'aider à se relever. Ebony s'est levée lentement du sol. Sa robe de créateur était froissée et ses cheveux parfaits étaient un désastre emmêlé. Elle a regardé la porte d'entrée par laquelle son mari frauduleux venait d'être traîné avec des menottes. Elle a regardé la table de la salle à manger couverte de vin renversé et de porcelaine brisée. Et enfin, elle m'a regardé. Il n'y avait plus de haine dans ses yeux, seulement une défaite immense, vide et creuse. Elle savait que sa vie d'enfant prodige était définitivement terminée.
Elle savait qu'elle quittait un manoir de plusieurs millions de dollars pour retourner à une réalité faite de dettes massives, d'humiliation publique et d'un mari criminel. Elle ne m'a pas dit un seul mot. Elle s'est simplement retournée et a marché lentement vers le foyer. J'ai regardé ma famille récupérer leurs manteaux d'hiver coûteux sur le porte-manteau. Ils se déplaçaient comme des fantômes, complètement vidés de toute leur énergie vibrante et bruyante d'auparavant. Lorsqu'ils étaient arrivés plus tôt ce soir-là, ils avaient marché dans ma maison la tête haute, s'attendant pleinement à voler ma propriété et à me rire au visage. Maintenant, ils se traînaient vers la porte, complètement brisés et totalement vaincus. Je n'ai ressenti aucune pitié pour eux. J'ai ressenti un sentiment profond de conclusion absolue. Ils ont ouvert la lourde porte en chêne et une rafale de vent d'hiver glacial a balayé le couloir. Ils sont sortis dans la nuit sombre et enneigée sans regarder en arrière. J'ai fait un pas en avant et j'ai fermé la porte fermement derrière eux, verrouillant le pen dormant avec un clic fort et satisfaisant. Je suis retourné dans la salle à manger et j'ai regardé le désordre absolu qu'ils avaient laissé derrière eux. Le vin renversé, la porcelaine brisée, les documents financiers éparpillés ressemblaient à une zone de guerre, mais je ne me sentais pas stressé ou accablé. Je me sentais incroyablement légère. Isaiah m'a aidé à ramasser les morceaux de cristal brisés et à jeter la nourriture gâchée. Nous avons jeté l'avis d'expulsion falsifié directement dans la cheminée rugissante et avons regardé le papier épais s'enrouler et se transformer en cendres noires. Le symbole de l'arrogance de mon père est littéralement parti en fumée sous mes yeux. Le silence soudain dans la maison était incroyablement paisible. Ce n'était pas le silence tendu et étouffant de plus tôt dans la soirée. C'était un calme propre et pur. Isaiah s'est dirigé vers l'îlot de la cuisine et a ouvert une bouteille neuve de mon vin rouge le plus cher. Il a versé 2 grands verres et m'en a tendu un avec un sourire chaleureux et sincère sur le visage. Je me suis approché et j'ai pris le verre en cristal de sa main. Nous nous sommes tenus ensemble dans la lueur chaude du feu, écoutant le bois pétiller et craquer. Nous avons doucement trinqué nos verres, et le son clair et magnifique a résonné à travers la pièce paisible. Nous avons bu à la justice, à l'indépendance financière et à l'élimination des tumeurs toxiques qui se déguisent en famille. Il a fallu plusieurs mois pour que la poussière juridique retombe complètement. Preston a été reconnu coupable de fraude électronique fédérale et condamné à une décennie de prison fédérale. Ma société a réussi à saisir la maison de mes parents et à liquider l'actif pour couvrir la dette commerciale massive. Calvin et Yvonne ont dû déposer un bilan absolu et emménager dans un petit appartement exigu de l'autre côté de l'État, complètement exilés de leurs cercles sociaux aisés. Ebony a demandé le divorce et a dû prendre un emploi de vente au salaire minimum pour rembourser ses propres dettes massives de cartes de crédit. Ils n'ont plus jamais essayé de me contacter, et je n'ai jamais cherché à les joindre. J'ai complètement remodelé ma salle à manger et j'ai organisé de nombreux et magnifiques dîners pour ma vraie famille, les amis et collègues qui me respectaient et me soutenaient sincèrement. Mon voyage m'a appris une leçon vitale sur la véritable nature de l'amour et de l'obligation. La société nous enseigne que nous devons tolérer l'abus aveuglément simplement parce que les personnes qui nous blessent partagent notre lignée. Mais la famille n'est pas définie par l'ADN partagé ou les accidents biologiques. La famille est définie par un respect mutuel constant, par un soutien inconditionnel et par un désir sincère de voir l'autre réussir. Vous ne devez pas votre vie, votre santé mentale ou votre succès durement gagné à des gens qui vous traitent comme un marchepied. Si quelqu'un exige que vous vous immoliez par le feu juste pour qu'il ait chaud, c'est absolument votre droit de partir et de le laisser geler. La plus grande liberté que j'ai jamais connue a été le moment où j'ai cessé d'essayer de gagner l'amour de personnes qui étaient fondamentalement incapables d'aimer qui que ce soit d'autre qu'elles-mêmes. Avez-vous déjà dû couper définitivement les ponts avec des membres de votre famille toxique qui ont essayé d'exploiter votre succès? J'aimerais beaucoup entendre vos incroyables histoires de survie et d'indépendance dans les commentaires ci-dessous. Si mon parcours a résonné en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires réelles sur l'établissement de limites inébranlables et la reprise de votre pouvoir personnel. Partagez cette vidéo avec quiconque pourrait avoir besoin d'un rappel que sa paix vaut la peine d'être protégée à tout prix. Merci de m'avoir écouté ce soir. Rappelez-vous que votre vie vous appartient entièrement et que personne n'a le droit de réécrire votre histoire sans votre permission.